OVNI, les USA confirment le phénomène, les manifestations visibles de l'au-delà. Au-delà et changement de vie, c'est le sommaire de ce nouveau rendez-vous que je vous fixe sur BTLV. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver après ce long week-end du 1er mai. On a pu rester tranquillement chez soi pendant 3 jours, ça faisait longtemps. On est en direct sur le Facebook et sur le YouTube de BTLV pour une nouvelle table ronde. Alors c'est l'une des dernières que je vais vous proposer, car dès lundi soir, la Libre Antenne revient avec vos témoignages, 19h, ici, en plateau, avec l'équipe. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Nous allons également reprendre les affranchis de l'info. Ce sera cette fois-ci le 20 mai, avec mes collaborateurs, avec mes chroniqueurs, autour d'un témoin clé, le grand témoin des affranchis de l'info. Tout le reste sera réservé aux abonnés BTLV, sur lesquels, je le dis et je le répète, les tables rondes que nous avons pu vous proposer durant toute cette période de confinement n'auraient pas pu avoir lieu. Alors, merci à eux, car sans eux, BTLV n'existerait pas. Au sommaire, et parmi mes invités aujourd'hui, Robert Roussel, journaliste de son état, on évoquera les ovnis. Dominique Rossignol-Franck, elle est docteur en histoire, on va évoquer son changement de vie et notamment, au travers, la rencontre d'un médium hors norme du côté du Brésil qui l'a soigné. Et puis, dans une poignée de secondes, Patricia Daré. Des sujets qui vont sans nul doute, en tous les cas, vous faire réagir. Et on attend vos commentaires, vos questions, et c'est François Demier qui les collectionne, qui les mentionne à l'antenne. Salut mon François. Salut Bob. Comment vas-tu? Impeccable, en pleine forme. Je suis très très content. C'est vrai? Oui, parce que enfin, les personnes sur les réseaux spécifient leur région. Donc, ils sont du Japon, des Landes, du Pays Basque, de Belgique, des Ardennes, de la Réunion, d'Alsace et de Valenciennes, du Tarn, etc., etc. Donc, bonjour à tous. Bien sûr, si vous arrivez, soyez les bienvenus. Vous ne changez rien. On est ensemble pendant 2 heures, comme nous le sommes maintenant les lundis, mercredis et vendredis en direct sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux qui vous permettent de partager cette émission et puis surtout de faire connaître BTLV au travers vos partages sur Facebook ou vos pouces bleus sur YouTube. Alors, bien sûr, vous allez pouvoir réagir à ce qui va être dit. Et la première des invités qu'on va avoir dans un instant, c'est Patricia Daré. Elle est avec nous. Salut Patricia. Salut Bob. Bonjour à tous. Ravi de t'accueillir sur BTLV. On va être en compagnie également de Mathias Leboeuf, notre philosophe, docteur en philosophie, qui est avec nous et journaliste de BTLV. Salut Mathias. Salut Bob, salut à tous. Alors, tu sais, Patricia, pour un philosophe, la vie est ici et maintenant. Et toi, tu es journaliste. Alors, ce qui m'intéresse toujours dans ton parcours, c'est bien évidemment ce côté, cette casquette journaliste qui fait qu'à un moment donné, tu as pris ce problème, ou cette chance de l'au-delà auquel tu as été confronté. On va le voir d'ailleurs avec le bouquin que tu sors, Survivre le tumulte. Ce qui est intéressant avec l'œil de journaliste, c'est qu'on ne prend pas tout pour argent comptant. C'est-à-dire qu'on essaie d'étudier, d'appréhender, on a un fait, on essaie de voir et de trouver des explications. Alors, ça t'a amené sur un changement et Mathias, je te demanderai d'écouter puis de réagir au fur et à mesure de la discussion, si tu le souhaites, bien sûr. Alors, Patricia, survivre au tumulte, c'est-à-dire que on parle, quand j'ai préparé l'émission, j'ai juste dans les premières lignes du livre, on voit que finalement, toi aussi, il y a un changement de vie qui s'est opéré, alors que tu étais tranquillement sur un transat au bord d'une piscine. Oui, alors le changement de vie s'est opéré en plusieurs phases. C'est opéré en 25 ans, par étapes. Il y a eu la première étape en 1995, quand il m'arrive cette chose et que j'entends ces espèces de voix, on pourrait dire des hallucinations auditives, mais ça n'en était pas, c'était bien autre chose. La preuve, c'est que aujourd'hui, j'en suis toujours là et ma vie a considérablement évolué là-dessus et j'ai beaucoup aidé de gens. Et puis, en 2008, c'est la deuxième phase et je dirais que le changement de 2008 est lié au tumulte d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je fais un lien entre ce qui est en train d'arriver actuellement et le Covid en est une illustration, et ce qui m'est arrivé en 2008 où vraiment j'ai pris conscience que non seulement moi je changeais, mais je changeais parce qu'il y avait un changement terrestre et qu'il n'était pas seulement du fait de la Terre, de notre société tumultueuse, de notre vie qui était un peu affolée ou un peu folle, mais c'était lié à quelque chose de naturel, une nature qui, elle, eh bien, vivait un cycle. Et nous, humains, qui sommes des poussières d'étoiles, qui captons absolument tout ce qui se passe dans l'univers, même si nous ne savons pas toujours l'interpréter, eh bien, nous recevons ces indications du changement et nous les vivons intérieurement avant de les exprimer ou de ressentir le malaise extérieur, évidemment, de ce changement.
En 2008, oui, ça s'est passé au bord d'une piscine et j'ai commencé à comprendre. Alors, je ne sais pas si tu veux me poser des questions par rapport à ça ou si je dois y aller Non, non, dans mais moi l'explication. j'ai bien évidemment envie d'en savoir plus sur sur ce qui s'est opéré hein, en 2008, Oui, parce qu'il y a des deuils, bien sûr, comme souvent. Hein. oui, C'est-à-dire que c'est assez symptomatique d'ailleurs de tous les bouleversements de vie et des chemins qui changent. On voit bien aujourd'hui, par exemple, on est à la croisée des chemins, on se dit est-ce qu'on va rebâtir la même société qu'on avait avant ou est-ce qu'on envisage un autre monde? Et tout cela vient du fait qu'on est confiné, que la moitié de la planète est bloquée à la maison, que on ne peut pas bouger, que on est spectateur de décès quotidiennement, c'est-à-dire qu'on nous rappelle le nombre de morts, donc on se pose des questions. Et toi, c'est ce qui s'est un peu passé, c'est-à-dire que tu es face à des décès et c'est cette deuxième vague qui va te permettre d'avoir ce deuxième changement et bouleversement de vie, en fait. je vais te dire, c'est avant les décès. Ça s'est passé avant les décès. 2008, je n'ai encore pas perdu aucun membre de ma famille. Et c'est en 2008 que je commence à ressentir qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi, qui n'est plus d'ordre médiumnique, mais d'ordre, j'allais dire, physiologique, où je commence à avoir des symptômes d'acouphènes, de migraines, de brouillard visuel, et je me dis, il y a quelque chose qui se passe, que je capte de l'univers. Les pleines lunes deviennent insupportables, je les entends venir, non pas je les sens venir, les pleines lunes, je les entends venir, c'est-à-dire que maintenant, quand il y a une pleine lune qui est montante, j'entends le bruit, un bruit dans mon oreille qui m'indique que la pleine lune arrive. C'est-à-dire que je suis devenue un capteur. Et les deuils qui vont succéder à cela vont appuyer ce changement, c'est-à-dire qu'ils vont venir appuyer, m'isoler. Et pourquoi on s'isole? Si je n'avais pas été isolée par tous ces drames, par tous ces changements, je crois que je n'aurais pas été euh, consciente de ce que je pouvais faire. La vie nous isole parfois pour nous aider à réfléchir. Le confinement, c'est une manière de nous aider à réfléchir. C'est de nous mettre face à nous-mêmes. Les deuils, c'est une manière aussi de nous mettre face à nous-mêmes par rapport à la mort. On se sent abandonné parce qu'on se retrouve seul, on se retrouve face à nous-mêmes. Et tout cela sert à nous faire réfléchir. Il n'y a pas de punition dans la vie. Tout ce qu'on ressent, tous les débuts de changement, que ce soit un changement pour le bien ou pour le moins bien, d'ailleurs, parce que quelquefois les vies changent, mais ne sont pas forcément meilleures, elles sont différentes. Je dis toujours, le changement n'est pas pour le meilleur, il est pour une vie différente, du moment que l'on soit conscient de ce que l'on vit et que l'on prenne conscience. Quand on prend conscience, c'est pas toujours pour le meilleur. On pense que prendre conscience, c'est être plus heureux. Pas forcément. La prise de conscience, c'est, à mon avis, et je le sais depuis que j'ai ces phénomènes de médiumnité, c'est juste être plus lucide sur la vie et de mieux gérer ses émotions. C'est pas d'être forcément beaucoup plus heureux. Est-ce que quand tu dis j'entends la pleine lune, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu dis tu as un réceptacle finalement, mais un réceptacle à vibration, c'est-à-dire que cette pleine lune, tout ce qui se passe, tout ce que l'on ressent, on est intimement lié et on le comprend maintenant à tout l'univers. Tout ce qui se passe, dès qu'on a compris l'intrication des particules, on a compris que tout ce qu'on voit est une partie de nous et on est une partie intégrante de l'ensemble. Quand tu dis, quand tu l'entends, c'est-à-dire que tu l'entends physiquement, c'est-à-dire que cette pleine lune, c'est ça? C'est un son. C'est-à-dire qu'au début, je ne comprenais pas, ça a commencé en 2008, je ne comprenais pas pourquoi dans mon oreille, l'avènement de la pleine lune correspondait à une espèce, j'allais dire, de bruit, comme un bruit étrange, un bruit mécanique qui venait à chaque fois. Je ne comprenais pas, je disais c'est un problème d'acouphène, un problème d'oreille, et j'ai fait le lien qu'à chaque fois que ce bruit arrivait, c'était 3 jours avant la pleine lune. Et le bruit allait en s'accroissant, et au moment de la pleine lune, il était à son maximum, et dès le lendemain, il redescendait, le bruit disparaissait dans mon oreille. Et c'est au bout de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que j'ai fait le lien, et je me suis dit, mais franchement, nous sommes des réceptacles, nous sommes des émetteurs-récepteurs. Nous savons recevoir, nous n'interprétons pas toujours ce que nous recevons et nous ne savons pas toujours l'interpréter parce qu'on ne nous a pas aidé ni enseigné comment interpréter les symboles de la nature que nous recevons, ni les signes de la nature que nous recevons. Mais nous émettons aussi. Et ce que nous savons peu, ce que nous savons moins, c'est que nous sommes des émetteurs incroyables. Et tout ce que nous émettons est d'une force incommensurable. C'est pour ça que depuis le début du confinement et depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je n'arrête pas de prendre la voie du positif parce que
les gens ne se rendent pas compte que tout ce qu'on émet de négatif, et c'est pas du tout Bisounours, et c'est pas du tout Heidi au pays des fées qui dit ça, c'est vraiment un fait avéré que tout ce que nous émettons de négatif, tout ce que nous écrivons de négatif, tout ce que nous pouvons élaborer de négatif devient évidemment une pensée négative et une émission négative dans l'univers et sur les autres. Mais c'est ce que dit souvent Jean-Pierre Gardier-Mallet, que je reçois ici, d'ailleurs qui aurait partagé la croisière que nous devions faire ensemble en octobre et qui sera repoussée, je l'espère, si on peut le faire, dans un an au printemps prochain. Et Jean-Pierre, qui est physicien quand même, qui est le premier physicien en France à avoir une double thèse dans la même année, ce qui est interdit. Hein, donc c'est quand même assez… Quand on voit tous ceux qui se permettent de le critiquer, c'est quand même un monsieur qui a beaucoup d'expérience et beaucoup d'acquis scientifiques et qui dit que, en fait, là, lui, il dit un truc de dingue, c'est qu'il dit, vous émettez une pensée, même si elle n'engendre pas un changement chez vous, elle va peut-être engendrer un changement chez quelqu'un. Et parce qu'elle est quelque part, elle peut être récupérée. Donc on peut imaginer, c'est l'égrégore que l'on voit dans les terrains de foot, c'est toutes les pensées qu'on peut avoir, et c'est le colibri, quoi. C'est-à-dire que c'est l'aile d'un papillon ici peut avoir l'effet d'un tsunami de l'autre côté. Absolument. Et tout cet égrégore de pensées négatives qu'on a au-dessus de la tête, qui a des années, des centaines d'années d'existence, il est en train de se répandre sur nous comme une pluie. C'est-à-dire que nous avons amassé une certaine quantité de formes pensées pendant des lustres. Aujourd'hui, on n'en peut plus. On est en train d'écrouler, et surtout par l'avènement des médias, des réseaux sociaux, des téléphones, etc., où on peut les émettre d'une façon, les faire circuler. Nous sommes en train de crouler sous ces formes pensées négatives parce qu'elles sont beaucoup plus nombreuses que les positives. Et il est temps, et je pense que ce confinement aussi sert à ça, c'est de faire le point pour se dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait le point en se disant, ma foi, ma vie a changé pendant un certain nombre de jours, je peux le faire, bon, ça ne va pas durer très très longtemps, mais je peux le faire, et surtout, je dois me regarder dans le miroir tous les matins, je dois me supporter, je dois faire le bilan, je dois faire le point. Et finalement, on fait un peu le tri. Une fois que la colère est passée, une fois que le ras-le-bol est passé, on fait un peu le tri, on se dit, et si c'était pour le meilleur que j'envisageais demain? Et dire, et si c'était pour le meilleur, c'est déjà de fabriquer une pensée positive. Ouais. Et ça, c'est important. C'est tous les projets en bien que l'on va faire, tout le meilleur que l'on va envisager, c'est du positif qui va non seulement nous porter, mais porter les autres. Tout ce que vous émettez de positif, c'est pas du tout débile, hein, parce que moi, quelquefois, on me dit, ouais, mais vous êtes complètement dingue, votre Facebook, c'est quoi, les bisounours, vous ne voyez pas. Mais bien sûr que je suis au courant de la vie, bien sûr que je vois ce qui se passe, bien sûr que je suis au courant de la politique, bien sûr que je regarde les journaux de temps en temps, je sais, mais me déverser mon venin sur des centaines de Facebook pour le plaisir, pour me défouler, qu'est-ce que ça va apporter? Ça ne va rien résoudre et je vais surtout contaminer des gens qui jusque-là n'étaient pas contaminés dans cette pensée négative. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé, avec ces réseaux sociaux, on crée une spirale négative et de haine ambiante qui fait que les gens se sont engouffrés dedans. Et il y a une animosité. Je sais que moi, j'ai plein de copains qui sont exposés, comme on l'est, soit toi ou moi, et qui ont refusé qu'on virait Twitter, qu'on virait Facebook, parce que la peur de parce que moi, ma femme, quand elle regarde, elle va de temps en temps sur le Facebook, elle me dit, mais comment tu supportes, ou sur YouTube, comment tu supportes tout ce qui est dit sur toi? Oh, je dis, ça fait 35 ans, maintenant je commence. Alors, quand j'ai commencé la télévision à France 2 en 92, je me souviens que la première fois que j'ai fait mon émission, on m'a dit, tu verras, tu vas recevoir du courrier. Ce n'est que du courrier de gens qui sont énervés. Donc voilà. Et alors, mais à l'époque, il fallait écrire. Alors que maintenant, tu es derrière ton ordinateur. Et justement, à propos d'ordinateur, on va trouver François pour savoir ce qui se dit sur les premières minutes de cette nouvelle table ronde. François. Oui, beaucoup de bonheur, beaucoup de gens heureux de retrouver Patricia avec, par exemple, Audrey de Belgique. Quel bonheur de retrouver Patricia, Julie. Très content de voir Patricia, j'ai adoré ses livres. Jocelyne, j'ai lu vos livres qui sont formidables. Didier, c'est toujours un bonheur de t'écouter. Aurélie, vous êtes génial, j'adore vos conférences. Et puis, par contre, il y a des gens qui sont plus dubitatifs par rapport au dialogue qu'entretient Patricia avec la Lune. Mais il y a Olivier, je ne sais plus comment il s'appelle, Olivier, qui nous dit que visiblement la science aurait validé que les planètes envoyaient des sondes et des sons.
Ouais, l'astrologie existe depuis longtemps. Alors, je sais pas. Alors, effectivement, l'univers a un bruit. Moi, je Oui, parle d'astronomie vraiment. oui, oui. C'est la planète. Ah oui, c'est vraiment la planète et c'est vraiment des ondes planétaires. De toute façon, il y a un bruit. L'univers émet un bruit. De toute façon, on le sait et il est capté. Oui. Alors, je voudrais avoir le regard de Mathias, notre docteur en philosophie. Mathias. Oui, il y a plein de choses. Moi, déjà, je voulais saluer l'initiative de Patricia d'avoir changé de vie. Parce que les gens qui changent de vie, je suis toujours admiratif de ça. C'est tellement difficile de changer de vie, de basculer. Quand on est journaliste, on est installé dans parfois une forme de facilité, de routine. Et je suis toujours admiratif de ça. La deuxième chose, c'est que ce que disait Patricia, ça me faisait penser à Socrate. Je ramène à quelque chose de philosophique et l'origine de la philosophie avec Socrate. Socrate disait « Une vie sans examen ne mérite pas d'être vécue ». Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'une vie sans examen, c'est quoi? C'est une vie qu'on ne questionne pas, une vie qu'on n'interroge pas. Finalement, une vie qu'on vit à la petite semaine, un peu en pilotage automatique. C'est pas une vie pleine, une vie vraiment intense. Et effectivement, il y a quelque chose. Il faut être conscient, à commencer par être conscient d'exister, d'être vraiment vivant, quoi. Et il y a une chose aussi avec laquelle je suis parfaitement d'accord, c'est que être conscient, vous avez dit, ça ne rend pas forcément plus heureux. Et effectivement, être conscient, au départ, c'est quasiment même une difficulté supplémentaire. Cette forme de lucidité, c'est René Char qui disait la lucidité est la blessure la plus proche du soleil, phrase que je trouve magique. Être conscient, c'est ça, c'est une difficulté supplémentaire parfois, mais en même temps, on est assuré d'être pleinement dans sa vie et d'être vraiment ancré dans sa vie. Après, il y a une autre chose, c'est sur le positif et le négatif. Et effectivement, le négatif, là je vais ramener ça à Spinoza, ça me fait penser à Spinoza. Spinoza distribuait la vie de l'homme entre deux affects majeurs, la joie d'une part et la tristesse, la joie étant le pôle positif et la tristesse le pôle négatif. Et il avait cette définition de la joie, il disait la joie, c'est ce qui augmente notre puissance d'exister. À l'inverse, la tristesse, tous les affects négatifs, la haine, l'envie, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, finalement, bien trop souvent, c'est ce qui diminue notre puissance d'exister. Quelqu'un qui vit dans la haine, dans le ressentiment, dans l'envie, dans une forme de colère aussi, c'est quelqu'un qui se diminue lui-même en quelque sorte, qui se ratatine et qui se salit lui-même. Voilà. Donc ça, je partage pleinement toute cette toute cette analyse et tout ce ressenti, quelle que soit la façon dont on y arrive, d'ailleurs, en passant par la Lune ou pas, ou en passant par les planètes, mais il y a un point de convergence très fort, en tout cas avec moi, ce que je ressens aussi. Mais ce que dit Mathias est essentiel quand même dans l'opération du changement. C'est-à-dire qu'effectivement, Patricia, c'est compliqué de changer. C'est-à-dire qu'on a tous envie de changer. Bon, moi, je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait contre l'avis de tous, en disant tu vas te planter, etc. Tu vas attention, parce qu'il y a toujours Alors, est-ce qu'il faut écouter les conseilleurs qui sont pas forcément les payeurs? Parce que souvent, les gens ont peur. Mais c'est peut-être pas méchant. Ils ont peur pour vous. Mathias, je voulais rajouter quelque chose. Et oui, il y aura toujours plus de gens pour parier sur ton échec que sur ta réussite. C'est-à-dire que, mais c'est vrai en amour, c'est vrai professionnellement. Il y a toujours des gens qui vont dire oh là là, attention, tu vas te planter, reste tranquille. Pareil en amour, tu sors avec machin ou machine, oh là là là, tu vas voir. Et statistiquement, tu auras toujours plus de gens qui parieront sur le négatif que sur le positif. Patricia, le changement de vie, il n'est pas facile quand même. Il n'est pas facile. Alors, ce que je voulais dire, c'est que avoir envie de changer, c'est pas forcément pouvoir changer. On a tout le temps envie de changer. On se dit ça, je ne le ferai plus, j'ai plus envie de faire ce boulot. Mais on peut le dire toute une vie. Il y a des gens qui vont mourir en disant j'ai plus envie de faire ce boulot. Le changement, c'est quelque chose qui s'impose. Je vous le dis, moi, j'ai changé ma vie en octobre dernier encore. Je vous dis, moi, tous les ans, j'ai un changement. Je suis partie de mon travail en octobre dernier, alors que je ne devais pas encore en partir. Et j'ai dit cette chose, j'ai dit je pars parce que en 2020, et je l'ai dit à plein d'amis, et je l'ai dit aussi à Michel Lafon, en 2020, il va se passer des choses où je ne pourrai plus travailler.
c'est comme si, en fait, le changement, il est écrit en vous comme votre destin. Alors là, j'amène la notion, j'apporte la notion du destin qui est discutable. Et moi, je crois que certaines choses sont écrites, même si pas toutes sont écrites, certaines choses sont écrites. Ce changement, vous le vivez parce que vous savez que vous ne pouvez plus faire autrement, qu'il y a quelque chose qui est inscrit en vous. C'est pas juste une envie. On a envie. Mais, oh, je ferais bien ça. Oh, j'en ai marre. Non, c'est quelque chose qui est plus fort que vous, qui s'impose à vous, et vous le faites parce que vous savez que c'est la voie et que vous ne pourrez plus revenir en arrière. C'est très étrange. Les gens qui changent de voie et qui vont de l'autre côté d'eux-mêmes, dans des professions, dans des activités qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils faisaient, ce sont des gens qui ont senti que ce changement, alors ça arrive souvent aussi par des histoires de souffrance morale, de deuil, de harcèlement, de souffrance, mais pas forcément. Il y a des gens qui sentent que des épisodes de leur vie sont terminés, que ce soit avec le travail, que ce soit avec leur conjoint, que ce soit avec leurs amis. On sent qu'un épisode se termine. C'est souvent un choc quand même. Souvent pas forcément. Choc. On sent, moi je sais que c'est venu, j'ai commencé à le penser le matin. C'est-à-dire, je me disais, des mois avant, je me disais, à la fin de l'année, je parle de 2019, je vais changer, ma vie va changer parce qu'en 2020, les choses vont changer, donc il va falloir que je change ma vie. Quand j'ai parlé à mon éditeur pour écrire ce livre, Survivre dans le tumulte, qui sort le 4 juin, je lui dis, je vais le voir il y a plus d'1 an, et je lui dis à Michel Lafon, je lui dis, vous savez Michel, il faut écrire ce livre qui est un petit livre de transition, car à partir de 2020, les choses ne seront plus jamais comme avant. On va changer, on va tous changer. Et il me dit, mais vous voulez dire quoi? Changer quoi? Je dis, parce que il faut dire à tout le monde qu'on est rentré dans le changement et que les choses ne seront plus comme avant. Je ne pensais pas au Covid. Le Covid n'est qu'un agent du changement. On en aura d'autres. Parce que de toute manière, nous sommes dans une fin de cycle qui va apporter beaucoup d'indicateurs de changement pour que cette humanité soit un peu plus dans la conscience. On est dans une ère où on va prendre conscience, une ère d'éveil, on le sait, les visionnaires en parlaient depuis longtemps, et le Covid n'est qu'un agent de ce changement. Il nous a permis un confinement déjà pour nous dire, bon, on peut être confiné, on peut aménager notre vie, et je ris parce que les gens disent, ah, je suis confinée, c'est terrible, je ne vois plus mes enfants, je ne vois plus mes parents, mais souvent ils ne les voyaient pas pendant 2 mois. Ils ne les voyaient pas plus. Mais ils ont pris juste conscience de leur importance, en fait. Voilà. Ça. Ils se sont dit, si je veux les voir, je ne peux plus les voir. C'est là la difficulté et la différence. Et on se dit, on prend conscience des choses. Mais ce Covid n'est qu'un acte. Il va disparaître, ce Covid. Il disparaîtra comme il est venu, comme tous les virus et toutes les bactéries qui ont fait leur apparition depuis des siècles dans des épidémies. Mais il ne sera qu'un agent. Il y en aura d'autres. Il y aura des crises sociales. Il y aura des éveils. Tous azimuts, parce que la Terre change de cycle et que nous, qui sommes des éléments vivants sur cette Terre, devrons changer de cycle également. C'est comme ça. Et il va falloir traverser tout cela en lâchant les habitudes. Qu'est-ce qui est le plus difficile en fait? C'est de lâcher nos habitudes, c'est de lâcher nos rituels. Moi, j'ai travaillé pendant 38 ans dans une boîte qui s'appelle Radio France. Et le jour où j'ai dit j'arrête, où je suis partie, je me suis dit comment je vais faire après 38 ans, parce qu'on a quand même des réflexes conditionnés, on va tous les jours dans le même bureau, dans la même radio, etc. Je me suis dit, je ne vais pas pouvoir. Mais si on peut, tout de suite, c'est facile, quand le changement est là, on n'a plus de rituel. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de lâcher-prise, on se dit maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire avec la vie qui me reste, avec les choses que j'ai en main, avec mes moyens, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je vous assure que l'imagination fait le reste. On est non seulement capable de s'adapter parce que nous avons un sens de la survie extraordinaire, mais on est capable d'imaginer. Et on a beaucoup d'idées, sauf qu'on ne va jamais les chercher parce qu'on est toujours dans le train-train. Oui, puis on se refuse beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'en fait, on s'interdit toujours, on se met des barrières alors que l'horizon est souvent dégagé, mais on se met nous-mêmes des barrières. Mais aussi quand même, Patricia, force est de constater, moi j'en parlais il y a 2-3 jours autour de moi, puisque j'ai récupéré mes enfants, c'est-à-dire que ce qui est quand même hallucinant, c'est que ça fait, ils sont grands, ils ont 25 et 23 ans, et ça fait quelques années qu'ils passent plus les vacances avec nous. C'est-à-dire que cette année, on s'est dit, on va louer une maison, comme ça, au moins, ils viendront une semaine avec leurs amis, et on les verra. Ça fait 2 mois qu'on est avec eux, donc je trouve ça assez incroyable. Mais ça a été l'occasion de se poser des questions sur le changement de vie, etc. Et souvent, je m'aperçois que on se dit, c'est pas pour moi, on se refuse, on se met des barrières, mais est-ce que c'est pas finalement se rassurer de se dire il y a une barrière? Parce que changer, c'est aussi se jeter dans le grand bain, quoi. C'est le risque.
On est dans le risque. Les barrières, les rituels, les habitudes, c'est rassurant. Pourquoi on prend des habitudes? Parce que ça rassure. L'habitude, ça ne fait pas penser. On fait les mêmes choses, les mêmes gestes chaque fois, sans y penser, sans penser à ce qu'on fait, parce qu'on est dans la vie et que c'est rassurant. Ne plus avoir d'habitude, ne plus avoir de rituels, ne plus avoir les mêmes relations avec les gens, ça nous pousse dans le vide. On est dans le risque. On risque sa vie au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on prend des risques en vivant chaque jour, des risques d'inventer sa nouvelle vie. On invente. Il y a Elisabeth qui dit quelque chose qui est très et qui ramène à la peur. Hein. C'est souvent l'aspect financier qui bloque tout le monde aussi. Alors ça, c'est l'aspect financier qui bloque parce que c'est l'épée de Damoclès, c'est la peur, la santé et les finances. Ce sont les deux choses qui nous bloquent. Mais souvent, c'est aussi un bon moyen de ne pas chercher à changer et de ne pas mettre en marche ses idées. C'est-à-dire que quand on se dit « Ah non, je peux pas lâcher la proie pour l'ombre », c'est une façon aussi de ne rien bouger. Parce que pendant qu'on dit ça, on ne cherche pas une autre façon d'évoluer. On se dit ça ira bien comme ça, et puis on rêve, on se dit si j'avais de l'argent, je ferais ça, si je pouvais, je ferais autre chose. C'est toujours la bonne excuse, ça devient une excuse. Si je pouvais, je changerais. Je pense que le changement, quand il s'impose, et beaucoup de mes amis ont changé de voie, ont changé de métier, ont changé de vie sans regarder absolument l'aspect financier. Ils se sont débrouillés, alors quelquefois c'est en moins bien, quelquefois c'est en mieux, ils sont débrouillés pour trouver autre chose, vivre autrement. Parce que l'aspect financier, c'est aussi remettre en question sa vie, remettre en question sa vie matérielle. On se dit, je vais peut-être pas vivre dans le même espace, je vais peut-être vendre des choses, je vais peut-être me remettre en question plutôt que 250 mètres carrés à la campagne, je vais prendre 80 mètres carrés à Paris ou l'inverse, et je vais vivre autrement. Et en fait, c'est quel est mon rapport aussi au matériel. Moi, pendant c'est ça, c'est très important ce que tu dis, c'est accepter de se détacher des choses aussi. De tout. Je regardais, mais pendant ce confinement, je regardais mon dressing, je regardais mes vêtements. J'en ai des tonnes, je les ai jamais mis. Il y a plein de vêtements que je ne mets jamais. Je les ai achetés, je les ai empilés. Des chaussures, je les ai mises là. Je les ai dit, mais il va falloir que je me débarrasse de tout ça. Il va falloir que je garde le strict nécessaire. Je n'en ai marre d'avoir ça. Je n'ai vu que cet amoncellement de choses ridicules et futiles. Pendant mon confinement, je ne vois que ça. Et il va falloir que je me débarrasse. Je me suis dit, je vais faire des caisses, je vais faire des paquets, je vais garder le strict nécessaire. Je ne veux plus être noyée dans toute cette futilité matérielle qui était là uniquement pour me rassurer. Pourquoi j'achetais des fringues? Parce que j'avais un coup de blues, alors j'allais acheter des fringues. Pourquoi j'achetais des chaussures? Parce que tiens, je me disais, voilà, je n'avais pas fort, j'ai envie d'acheter une paire de... C'est ridicule. Il va falloir maintenant qu'on soit conscient que la vie, c'est pas besoin de fringues, pas besoin de vêtements, pas besoin de matériel, c'est juste soi. Et le confinement, il aura servi à ça chez beaucoup. C'est-à-dire de dire, même dans mon assiette, je vais manger autrement. Je vais acheter moins, puisque je ne peux pas faire les courses tous les jours. Je vais acheter moins, je vais prendre le strict nécessaire, c'est l'essentiel. Et ça, c'est le mot que j'utilise. C'est l'essentiel. Le confinement nous a servi à trouver l'essentiel. Le changement, c'est revenir à l'essentiel. L'essentiel de ma vie, l'essentiel en amour, l'essentiel en amitié, l'essentiel dans ce que je prends, dans ce que je regarde, dans ce que je consomme, ne plus être quelqu'un qui consomme, mais être un être vivant, parce que pour l'instant, j'ai été comme les autres, j'ai beaucoup consommé, je cliquais, je consommais, j'achetais. Maintenant, j'en ai marre. L'essentiel. Et je veux revenir à l'essentiel dans ma vie pour tout. Je remets tout en question. Moi, le confinement, ça a été aussi une manière de tout remettre en question, de me regarder et de dire, mais ça va pas. Je me suis beaucoup plus connectée avec l'invisible. Je me suis beaucoup plus connectée. J'ai beaucoup plus reçu aussi d'indications. Ça m'a beaucoup aidé. Mais revenir à l'essentiel et retrouver ma place. Parce qu'en fait, on se rend compte que grâce à ce confinement, on va retrouver sa place. Ça va être compliqué puisque maintenant, on va être en crise sociale, on va être en crise économique. Alors, il va falloir trouver sa place. Il va falloir lutter pour trouver sa place. Et dans le bouquin, j'en parle. Et j'en parle avant, puisque mon bouquin a été terminé la veille du Covid. Et je dis, il faut trouver sa place. On agit sans trouver notre place. Beaucoup de gens se disent, je ne sers à rien, je suis transparent, je ne trouve pas ma place. Il faut trouver sa place. Il y a une place pour chacun d'entre nous. Et c'est la conscience, et c'est notre conscience en la vie, en ce qu'on est, qui fera qu'on trouvera notre place. C'est vrai. Alors, on va bien sûr continuer à parler de l'au-delà dans le quart d'heure et dans la demi-heure qui viennent, puisqu'on recevra Dominique Rossignol-Franc, que tu as reçu chez toi et qui a écrit Les manifestations visibles de l'au-delà, docteur en histoire, elle aussi, actrice d'un changement, puisqu'elle est allée voir un médium
elle était malade, elle est allée voir un médium au Brésil, et l'un des plus grands, et elle est revenue totalement changée. On verra tout cela. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver quand même qu'on est en direct sur Facebook et sur YouTube, que vous allez pouvoir partager cette émission sur Facebook et mettre les pouces bleus sur YouTube, que c'est l'une des dernières tables rondes que nous vous proposons pendant ce confinement. Vous pouvez nous rejoindre si vous souhaitez accéder à plus de 4000 heures d'émission. C'est ce que nous proposons sur la plateforme des abonnés BTLV, sans publicité aucune. Vous pouvez avoir toutes les émissions qu'on a réalisées avec Patricia, avec bien d'autres. Toutes les personnes que vous imaginez, on les a au moins reçues une fois, et tout ça, c'est à la disposition des abonnés. Alors, on va continuer à parler de ce changement avec Patricia, mais je sais avec François Demier, parce que ça réagit sur la toile, François. Eh oui, il y a Dadou qui dit Patricia est un émetteur d'espoir, et Didine qui a une question à Patricia. Est-ce que Patricia, vous avez eu des infos sur des défunts de ce qui nous arrive actuellement, et est-ce que vous avez des contacts avec les extraterrestres? Ça, c'est Arthur qui demande. Alors, je réponds à Arthur, je n'ai pas de contact avec les extraterrestres, je n'ai pas eu, je ne suis pas du tout dans ce monde, ça m'intéresse beaucoup évidemment, je vais suivre tout à l'heure ce qui va être dit. Je n'ai pas, j'avoue que je n'ai pas, ou peut-être que je… Vous savez, les contacts, ce sont des vibrations comme des fréquences qui doivent être compatibles. Souvent, et je dois le dire, et encore, je suis actuellement en contact avec un esprit, chaque jour, hein, je le dis, parce que je pense que ça sera mon prochain bouquin, il est très intéressant, mais ce sont toujours des esprits de combattants, de guerriers, d'ex-militaires, de gens qui ont été dans une vie de guerre, d'armée, ou un peu comme ça, un peu guerrière. Je n'ai des contacts, beaucoup de contacts avec ces gens-là. Je n'ai pas de contact avec les extraterrestres, évidemment, et ça m'intéresserait évidemment d'en avoir, mais je ne sais pas quelle est la fréquence qu'on peut avoir. Je ne connais pas de médium. Alors, vous en connaissez certainement, Bob. Vous oui, bien sûr. Oui, on a eu. Oui. Les Américains ont beaucoup travaillé avec ce qu'on appelle les channels, hein, c'est-à-dire que les c'est ça, les channels. Mais ils se mettent sur une fréquence particulière. Voilà, c'est très particulier comme fréquence, certainement. Donc, moi, je ne l'ai pas et je ne pourrais certainement pas. Maintenant, l'autre question, François, je viens d'oublier. Oui, est-ce que les défunts parlent de ce qui nous arrive actuellement? Alors, les défunts sont très loin de ce qui nous arrive, et en fait, ce qui les guide, je dirais, les défunts, oui, les guides, en parlaient bien avant. C'est quelque chose qui a été annoncé avant, c'est quelque chose qui est annoncé depuis… je crois que j'en ai parlé l'année dernière. J'ai dit à des amis l'année dernière que j'avais reçu des messages me disant qu'il y aurait… je crois que c'est… non, il y a 10 ans même, j'en ai parlé. J'avais des messages déjà il y a 10 ans. L'écrivaine Catherine Pancol me le rappelait il y a quelques jours. Elle me disait, tu te souviens, tu me disais, il va y avoir une pandémie. Par contre, le temps n'était pas donné. Une pandémie où on va être bloqué. C'est les virus qui vont avoir le dessus pour nous forcer à prendre conscience. C'est ce qui était dit à l'époque, je vous parle de ça il y a plus d'une dizaine d'années. Et en fait, tout cela est soigneusement réglé. C'est-à-dire que pour les défunts et pour les guides, eux, ils sont loin de tout ça, ils sont loin de ce que nous vivons. Eux, ils veulent une chose. Il y a une chose qui est voulue dans la conscience universelle, c'est qu'on avance. Pour l'instant, on n'est pas vraiment top au niveau conscience, au niveau… Alors, il y a un éveil, mais c'est un éveil superficiel. On est souvent dans un éveil de consommation, c'est-à-dire que l'éveil spirituel est toujours lié à la conso. On ne sort pas de la consommation, on veut acheter le spirituel. Le spirituel ne s'achète pas. Et tant que les gens n'auront pas compris, c'est peut-être pour ça qu'on nous pousse à ce confinement qui est pour les guides une très bonne chose. Ils s'en félicitent, des confinements, on en aura d'autres. Des confinements, on en aura d'autres. Il y en a un qui n'a pas aimé le confinement, c'est Mathias. Il était au bout du rouleau, il n'en peut plus, donc voilà. Mais je comprends, Mathias. Je comprends, c'est compliqué. Non, c'est pas vraiment ça. C'est que effectivement, le confinement amène à réfléchir, amène à comment dire, à se recentrer sur soi. Ça c'est moi ce qui me pèse dans le confinement. C'est pas tellement ça, puisque de par mon activité de philosophe, réfléchir, lire, écrire, c'est une partie de mon activité. Et en revanche, mais ça, je m'en suis aperçu un peu plus tard, c'est que j'ai trouvé que le confinement, l'expérience du confinement, amenait une certaine monotonie, une certaine, comment dire, il y a moins d'événements forcément puisqu'on est chez soi et donc je trouve que c'est un peu difficile à vivre. Je voulais juste faire un petit commentaire. Enfin, c'est pas moi qui vais le faire, c'est Sénèque sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Je viens de retrouver une phrase de Sénèque qui illustre parfaitement votre Rassure-moi, il est mort, Sénèque, non?
Ouais, Sénèque, il est mort. Et voilà, c'est exactement ça. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et j'aime beaucoup cette phrase de Sénèque qui me sert un peu de mantra, et ça me paraissait illustrer complètement ce que vous disiez sur le changement de vie et sur l'audace qu'il faut avoir. Il faut arriver à s'affranchir de la peur. Et souvent, d'ailleurs, plus on a moins on a de choses à perdre, plus on a peur. C'est-à-dire qu'on s'accroche à des choses, à des reliquats qui nous tiennent debout, mais on s'aperçoit qu'on n'avance plus. Alors que quand on franchit la peur, on peut tracer un chemin et ouvrir une voie. Bravo, parce que c'est exactement ça. En fait, l'ennemi à combattre avec le Covid, c'est la peur, hein. Qu'on ait peur du Covid, c'est normal. Mais la peur en tout, moi, je n'entends que ce mot-là. Bien Que sûr. ce mot-là. La peur, j'ai peur. Et c'est d'ailleurs ce qui m'effraie sur la société qu'on va créer demain, hein, parce que je ne suis pas totalement serein quant à la suite qu'il va être donné à notre société. Je dis souvent que, et d'ailleurs on verra tout à l'heure avec Sandrine Chopin qui fait à tous les lives une chronique qui s'appelle Rebâtissons demain. Donc c'est la place qu'on veut donner à nos vies dans cette société. Parce que si on attend que ce soit les gouvernants qui nous la donnent, je pense qu'il faut la prendre. Et ça revient à ton bouquin, Survivre dans le tumulte. C'est-à-dire qu'il faut jamais oublier qu'on est les pilotes de notre véhicule, quoi. Et ça, souvent, on a quand même tendance, Patricia, à l'oublier. C'est-à-dire qu'on rejette un peu la responsabilité du chemin et de nos vies sur les autres. Bien sûr. Mais bien sûr, parce qu'on nous infantilise. On est infantilisé partout. On est infantilisé par tous les pouvoirs existants. On est infantilisé par les directions du boulot que l'on fréquente tous les jours. On est infantilisé par la famille. On est tout le temps infantilisé. Donc, à force d'être infantilisé, c'est ce que je dis dans mon bouquin, on devient des adolescents. Maintenant, on a des grands adolescents qui ont 50 balais, qui ont peur, qui n'ont plus cette capacité d'être des adultes. Il est de plus en plus difficile de devenir adulte. Autrefois, quand on disait à un enfant, quand tu seras un homme, mon fils, alors ça fait un peu réac de dire ça, mais c'était un peu ça, c'est-à-dire qu'un jour, tu seras adulte, tu pourras prendre tes responsabilités, tu n'auras plus de peur, tu pourras affronter. Ou ta peur, tu pourras la dominer, la maîtriser. Maintenant, on peut pas, parce qu'on a peur, la peur est légitimée partout, on est des grands enfants, on mange des fraises Tagada, on joue à la vidéo avec les enfants, la PlayStation, je cherchais le mot avec les enfants. Donc, on est devenus des adolescents, ce qui fait qu'on ne grandit plus. Et notre société, et j'en parle dans mon bouquin, notre société est devenue une société d'ados qui ont été infantilisés. Donc, qu'est-ce que font? Ils ont peur. Forcément qu'on nous a collé la peur, parce qu'on ne nous a pas permis de devenir des hommes et des femmes. Moi, à l'époque de mes parents, mon père, il y a une photo derrière où il est résistant, il est maquisard. C'est une photo qui est de l'autre côté, on le voit maquisard. Bon, il avait 16 ans, il était dans le maquis. Il ne s'est pas posé la question s'il avait peur. À 18 ans, il s'était marié, il est devenu un type qui avait plus peur. Il avait passé tous ces chemins initiatiques. Oui, mais Patricia, c'est-à-dire que je suis d'accord, et on est d'une génération, et toi et moi, enfin moi je me souviens quand j'ai commencé ma vie, je me posais pas de questions, je fonçais, je savais où je voulais aller, j'avais peur de rien. C'est-à-dire que plus je me disais si je prends une claque, c'est pas grave, je me relèverai. Aujourd'hui, on voit que en même temps, moi je vois mes gosses, 25 et 23 ans, ils sont nés dans une société où à chaque fois qu'ils allumaient la télé, qu'ils entendaient leur père ou leur mère écouter les news, il y a du chômage, il n'y a pas d'avenir. Enfin, c'est-à-dire que nous, on avait quand même le champ des possibles qui était comme ça. On est des enfants des années 80 où, waouh, tout était possible. Tu pouvais changer de boulot. Là, eux, ce sont les enfants des années 2000. C'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de leur bourriner le cerveau pour dire, vous n'avez pas de boulot. Rappelle-toi, à l'époque, tu sortais, tu passais pas le bac, c'était pas grave. Tu pouvais, si tu n'étais pas con, t'arrivais à bosser, à te faire une carrière. Aujourd'hui, bac plus 5, les mômes, ils sont caissiers au supermarché. C'est vrai, c'est vrai. Et Dieu sait si je salue le travail des caissiers aujourd'hui, mais quand on voit que ces gens-là, des ingénieurs, qui se retrouvent sans boulot, je trouve ça hallucinant parce que on les a mis dans une peur incroyable. On les a mis dans une peur, on les a maintenus dans la peur aussi. Mais moi, j'avoue, j'ai un fils qui a 25 ans, peut-être que je l'ai aussi élevé dans la peur. Et c'est vrai, on ne donne pas, on ne pousse pas à avoir ce courage de se dépasser, ce courage de dire, on va voir, on va prendre le risque, on va risquer. On ne risque plus. Aujourd'hui, c'est difficile
La société est très difficile, tu le dis. La conjoncture est très compliquée. Tout est précaire. Il n'y a pas de travail. Et nos jeunes n'ont plus envie. On leur a retiré aussi, parce que je pense que nous aussi, le rôle des parents, c'était de retirer cette substantifique moelle de courage et de risque. On les a un tout petit peu infantilisés. Moi, je trouve, et moi, la première, hein, on a infantilisé, on les a un peu minimisés dans ce qu'ils étaient. Et je crois qu'ils ont beaucoup plus. Ils naissent configurés dans ce qu'ils vont faire. Ils savent déjà ce qu'ils vont devoir affronter. C'est nous qui avons peur pour eux et nous leur transmettons cette peur. Et nous les paralysons dans la vie. Eux, ils savent au fond d'eux qu'ils peuvent dépasser tout ça, mais ils ne le font pas parce que nous sommes derrière et ils ont peur pour nous parce que nous avons peur pour eux. Ah oui. Et c'est un cercle vicieux. Et je crois qu'il va falloir vraiment, je pense que les mois que nous allons passer, les années qui vont venir, parce que ça va pas être simple, hein, je tiens à le dire quand même, d'après ce qu'on entend et d'après les guides, on disait tout à l'heure, les défunts, oui, nous parlent. J'en parle pas pour l'instant. J'écris un bouquin en ce moment là-dessus, sur tout ce qui m'est dit, avec un défunt, qui est mon ange gardien, entre guillemets, qui est quelqu'un qui a vécu sur Terre, qui s'est présenté, qui me raconte ce qui va se passer, qui me dit, voilà, ça va pas être simple, mais pas seulement pendant les mois qui viennent. On va parler d'années. Oui, bien sûr. Bah ouais. D'années qui viennent. Ça va être très compliqué. Il va falloir s'armer de courage. Et pour s'armer de courage, il va pas falloir qu'on soit tel qu'on est aujourd'hui. Il va bien falloir qu'on se transforme. Et puis surtout, changer nos envies, c'est-à-dire qu'effectivement… Il va falloir qu'on se transforme. Exactement. Le changement, ce ne sera plus un luxe, ce ne sera plus un caprice, ce sera juste une nécessité pour ne pas mourir dans sa tête. Une obligation. Alors François, qu'est-ce qui se dit sur les réseaux sociaux? Parce que je te vois trépigner. Là, tu tapes du pied, tu veux parler. Il y a énormément de monde, aussi bien sur Facebook que sur YouTube, et il faut partager. Je vois pas suffisamment de partage, hein, Bob. Il faut continuer à partager. Et puis, alors, en ce qui concerne les messages, il y a le Rire Bleu Bouloufa qui a une question. On fait quoi après la mort? Est-ce qu'il y a des occupations? Ah, bah alors ça, c'est un grand… C'est le grand… Oui, la mort n'est pas la fin et non pas, on ne devient pas un petit ange éthéré qui volette sur les nuages. Après la mort, on a des vies puisqu'on vit dans des sociétés. Je raconterai tout ça dans le prochain bouquin d'ailleurs parce que j'ai appris des choses étonnantes. On vit dans des sociétés qui ressemblent à la nôtre, mais qui sont édulcorées, c'est-à-dire qu'il y a des choses négatives en moins, souvent. Les cons sont pas là? Les cons sont partis ou pas? Alors, ça dépend parce qu'on est toujours le con de quelqu'un. Le problème, c'est que… Enfin, il y en a, ils cumulent hein, quand même. Donc, oui, alors, il y en a, ils sont le con de tout le monde. Il y a quand même beaucoup de monde, en fait, beaucoup de monde qui ne comprend pas bien l'importance de la situation, on va dire, c'est vrai. Eh bien, en tout cas, on vit dans une société, dans des sociétés qui ressemblent aux nôtres, avec des vies sociales comme les nôtres, mais où on a fait des choix. C'est-à-dire qu'on n'est pas, la Terre apparemment, notre plan serait le seul où on est confronté à un mélange. C'est-à-dire qu'ici, on se retrouve mélangé avec toutes sortes de gens qui viennent de partout et qui, de tous les ailleurs possibles, et avec lesquels on doit communiquer et survivre. C'est pas simple, c'est pour ça qu'il y a des guerres, c'est pour ça qu'on se tape dessus, c'est pour ça qu'on s'insulte, c'est pour ça aussi qu'on arrive à trouver les gens qu'on doit rencontrer et qu'on les aime, et qu'on aime encore plus fort parce qu'on se dit c'est vachement rare de trouver les gens qu'on doit rencontrer et qu'on doit aimer, et on y tient par-dessus tout, on devient possessif parce qu'on dit c'est rare dans ce monde. Mais la Terre est le monde et le plan où c'est le plus compliqué. Après, on vit, on évolue, on retrouve des gens. Évidemment, parce qu'il y a une chose, et je l'ai dit toujours, il y a une chose qui est le point commun à tous les nouveaux départs, c'est qu'on retrouve toujours les gens qu'on a aimés. C'est l'amour qui nous lie après. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve plus jamais avec nos ennemis ou les gens qui nous ont fait du mal. C'est très rare. On est attendu par les gens qui nous ont aimés, on refait un bout de chemin avec eux, pas forcément, parce que quelquefois, bizarrement, même si on a très envie de les retrouver, une fois qu'on est avec eux, on se dit, je vais évoluer un peu ailleurs, sachant qu'on ne se quitte jamais, que le lien d'amour, il reste tout le temps. On est toujours relié avec les gens qu'on aime, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'on est relié depuis avant, bien après, on aura toujours ce lien des gens que l'on retrouve sur Terre, qu'on aime profondément, qui nous quittent avant, que l'on quitte avant, mais qu'on ne quittera vraiment jamais. Et puis après, on évolue dans une autre société qui est différente, avec des contacts différents, où on doit apprendre d'autres choses. Ici, on apprend certaines choses. Survivre déjà, c'est pas rien.
Patricia, tu es en train de me dire que je vais me coltiner François et Mathias de l'autre côté? Mais probablement, vous allez vous retrouver, mais qu'il n'y aura plus de confinement et que vous allez pouvoir déguster du vin. Parce qu'effectivement, de l'autre côté, on mange si on en a envie, on boit si on en a envie. On m'a dit, je dis toujours, il y a un défunt qui m'a dit, je cuisine. Je dis, mais attendez, vous cuisinez, vous n'avez pas besoin de manger. Et il me dit, ah, c'est vous qui dites ça. Mais là où je suis, on a besoin de s'alimenter aussi. Et ça, c'est des infos que tu as captées, des messages qu'on t'a envoyés. Parce que souvent, on est avec des esprits, des morts qui me parlent. Ils mangent, ils boivent, ils construisent des maisons, ils écoutent de la musique, ils composent. Quelquefois, ils soufflent dans l'oreille de nos compositeurs des petits airs. Vous savez, les médiums brésiliens dont on parle beaucoup sont souvent très inspirés par ceux qui sont de l'autre côté, qui leur soufflent ou qui leur tiennent la main pour peindre. Parce que les Brésiliens ont cela de formidable, c'est qu'ils n'ont, mais alors, aucun problème d'inhibition. Ils sont totalement désinhibés par rapport à ça, donc ils captent tout. Ils sont extraordinaires. Nous, non. Alors, il faut vraiment... moi, ce que j'aime, c'est d'accueillir un maximum d'informations sur l'après. Et là, j'apprends qu'effectivement, de l'autre côté, on est accueilli par ceux qu'on a aimés. Quelquefois, c'est pas forcément ceux auxquels on pense, ce sont d'autres gens. Et puis, on a aussi la visite de ceux desquels on ne s'attend pas et qui viennent vous visiter en disant, tu te souviens de moi, tu sais... je t'ai beaucoup aimé. Et il y a des gens qui me disent, je ne m'attendais pas à le retrouver parce que je ne pensais pas qu'il m'aimait ou je ne pensais pas qu'elle m'aimait. Elle était là, elle est venue me prendre la main. Et c'est magnifique parce qu'en fait, c'est un monde qui est un peu inverse au nôtre. C'est-à-dire où la féerie est permise et ce n'est pas du tout... alors, tout dépend dans quel esprit on y va, hein, évidemment, parce que vous savez que la loi de l'attraction marche avec l'au-delà aussi. Hein, on attire aussi les sphères et les entités avec les pensées qu'on projette. Mais généralement, dans l'après, je n'ai jamais entendu parler d'un après difficile, sauf pour ceux qui ne partent pas. Pour les âmes qui sont accrochées à notre terre, qui eux, c'est différent, c'est pas un après, c'est ceux qui meurent et qui ne partent pas parce qu'ils ont décidé de rester ici, parce qu'ils ne veulent pas passer de l'autre côté, parce qu'ils sont trop liés à cette terre, trop liés justement à leur matériel, trop liés à leur maison. C'est quoi, c'est des fantômes? C'est ce qu'on appelle les fantômes? C'est pas forcément des fantômes, c'est des êtres qui vivent chez eux. Les fantômes sont des gens qui sont dans des grandes angoisses et qui tournent en rond constamment pendant des siècles et qui tournent en rond dans leur angoisse et dans leur tristesse en permanence. Moi, je parle des âmes errantes qui ne sont pas forcément des âmes malheureuses, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont morts souvent, ils rentrent à la maison, ils reprennent leur place dans la maison et ils côtoient les vivants et ils se demandent pourquoi les vivants ne les voient pas. Donc, ils se disent, c'est bizarre, personne ne me parle à la maison, c'est un petit comme le sixième sens dans le film avec Bruce Willis, c'est un peu ça, c'est-à-dire pourquoi personne ne me parle, parce qu'ils ne se rendent pas compte, ils ne prennent pas conscience de leur mort parce qu'ils sont trop attirés par, par la matière. Donc, la mort est niée par rapport à la matière. Donc après, c'est nous. Et justement, plus on va être réveillé en conscience, plus on va prendre conscience que la spiritualité, notre connexion avec l'ineffable, avec l'autre monde, avec le cosmos, avec toutes ces choses-là, avec nous-mêmes, ça va nous permettre de nous projeter, de nous propulser dans des mondes intéressants. Je dis intéressants, parce qu'ils sont fabuleux, mais ils sont surtout intéressants. Ce sont des sociétés très intéressantes. Alors, je vois que Dominique Rossignol-Franck nous a rejoint. Alors, ce sera dans un instant qu'on va approfondir votre bouquin et votre expérience, Dominique, mais je sais que vous avez été visiter Patricia. Oui, c'est vrai, Dominique. Et qu'il vous est arrivé un truc incroyable pendant que vous étiez avec elle, en fait. Oui. Il m'en est arrivé plus d'une chose avec Patricia. D'abord, son téléphone était éteint. Son téléphone était éteint, et puis soudain, il y a une voix qui est sortie de son téléphone totalement éteint et qui a dit j'ai besoin de toi, réponds-moi. Alors Patricia s'est levée, a hésité, elle a dit écoutez, il y a tellement de gens qui sont là autour de moi que je ne peux pas, et puis je suis en train de vous parler, donc je vais mettre le téléphone dans l'autre pièce. Voilà, et elle a attendu après peut-être pour connecter cette personne. C'est vrai, ça m'est revenu complètement. Ouais. Bon, en tout cas, dans un instant, on va découvrir les manifestations visibles de l'au-delà que vous avez eues, Dominique. Ce sera dans une poignée de secondes. Patricia, je voudrais te remercier d'avoir été avec nous en ce début de table ronde. On aurait pu encore parler pendant des heures et des heures, bien sûr, de tout cela. J'espère que tu nous visiteras ici quand tout cela sera terminé, que le confinement sera passé, qu'on ne risquera plus rien, parce que c'est ainsi qu'on va accepter les visites ici sur BTLV. En tout cas, ça s'appelle Survivre dans le tumulte. Ça sort au mois de juin, c'est ça? Oui, le 4 juin. Le 4 juin, vous allez pouvoir vous procurer cet ouvrage et puis voir tout le chemin
parcouru à travers ses écrits, celui de Patricia Daré. Merci Patricia, je t'embrasse et puis on se tient au jus pour la prochaine croisière, hein, donc on fera ensemble. Avec plaisir. Salut, à bientôt. Alors, mon François, ça a beaucoup réagi, hein, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Oui, énormément de questions pour Patricia. Tout le monde était heureux de la retrouver. Tout le monde dit que c'est une médium extraordinaire. Ses livres aident beaucoup les gens. Enfin, l'ensemble des personnes ont été ravis de l'entendre et ça se voit sur les réseaux et sur les partages. Beaucoup de monde cet après-midi. Et alors, partagez bien évidemment sur Facebook, mettez des pouces bleus sur YouTube. Et je vous rappelle que dans un instant, c'est Dominique Rossignol-Franck sur les manifestations visibles d'au-delà. Un témoignage exceptionnel. Et puis, on finira l'émission avec OVNI. Les USA confirment le phénomène avec un journaliste, Robert Roussel. Mais en attendant, on va évoquer les films, puisque vous êtes confinés, comme tout le monde, les films à voir ou à revoir avec Thierry Penin. Alors, vous pouvez aussi vous boucher les oreilles, parce que souvent, ils spoilent la fin des films. Je balance un maximum, hein, souvent, ils spoilent. Bon, Thierry, comment vas-tu? Ça va. Bah, écoute, c'est lundi. Et demain, on sera le 50e jour de confinement. Donc, j'ai décidé de changer de caleçon. Parce que je me suis dit, quand même, il faut fêter ça. 50 jours, quand même. Je sais bonne vanne, voilà. Maintenant, on va penser qu'on est tous crado à Bethel. Bonne vanne. Bon, alors, justement, sur les films qui parlent de changement de vie, je vous en ai sélectionné 3. Un petit souvenir avec Julia Roberts, Mange, Prie, Aime. Elle vient de divorcer. Fabuleux. Et ben voilà, elle veut tourner la page de sa vie. En tout cas, elle veut faire un break, une belle parenthèse. Elle va aller goûter la Dolce Vita en Italie. Elle va aller retrouver la spiritualité en Inde. Elle va aller à la rencontre d'elle-même. Et l'amour va être même au rendez-vous à Bali, d'où le titre Mange, Prie, Aime. On en revient aux fondamentaux, comme Patricia le disait, comme on le vit, c'est-à-dire on fait la popote, on médite peut-être, ou on réfléchit sur soi, et puis on aime les gens qui sont dans notre entourage, bien sûr. Alors, il y aurait un deuxième Mange, Prie, Aime qui serait en préparation. Ce serait avec François Demier. Ce serait Mange, Prie, et bois. Alors, à découvrir. François, tu as été repéré hein, quand même. Hein, ça y est. Oui. J'ai des réserves. Quand je pense aux restaurants qui doivent fermer leurs portes, non pas à cause du confinement, mais parce que François reste bien sûr à la maison, on va retourner bientôt, j'espère, manger ensemble. Alors, il y a un autre film que j'aime beaucoup. C'est un film de Claude Lelouch avec Ama. Cette célèbre Ama qui fait le darshan, qui fait ses câlins à des milliers de personnes pendant des jours et des jours, qui 6 mois par an part d'Inde et va retrouver ces milliers de personnes qui la suivent, qui l'aiment. Elle dit qu'elle n'a pas de religion, que sa religion est l'amour. Et Claude Lelouch a rencontré Ama et effectivement, Claude Lelouch, c'est l'amour. Ama, c'est l'amour. Donc ça a matché. Il a fait ce film en 2015, 1+1 avec Dujardin et Elsa Zilberstein. Magnifique. Qui sont, moi, j'ai beaucoup aimé leur relation parce que, alors, on voit qu'il y a beaucoup d'improvisation comme le fait à chaque fois Lelouch. Hein, c'est-à-dire que, très bien. Mais il y a un vrai jeu d'acteur assez incroyable. Il y a une vraie alchimie qui se passe entre Zilberstein et Dujardin, et on a presque envie que ça découle sur une vraie histoire d'amour par la suite, tellement il y a une alchimie entre les deux acteurs. Et cette alchimie s'est créée dans un avion, c'est-à-dire qu'ils sont retrouvés par hasard tous les deux dans un avion entre Los Angeles et Paris, Elsa et Jean, et ils discutent de leur amour du cinéma, de qui ils aiment, et puis ils parlent de Claude Lelouch, ils parlent de spiritualité, et quelque part ils l'appellent en disant il faut qu'on fasse quelque chose ensemble, on ne sait pas encore trop quoi, et ils avaient déjà tous les deux envie de travailler avec Lelouch ou de retravailler. Je ne sais pas si Elsa avait déjà travaillé avec Lelouch, mais Jean, il me semble que c'était son premier film. Et donc, effectivement, on les voit tous les deux, mais c'est comme deux gosses. On a l'impression qu'ils ne sont pas dans un film, on a l'impression qu'ils sont eux-mêmes, et ils se rencontrent, leurs personnages, bien sûr, sont à l'opposé. Hein. Lui, c'est un musicien, c'est un compositeur de films de cinéma, qui est primé d'ailleurs, donc c'est un grand compositeur de films qui se la pète un peu, qui est assez imbuvable, mais son humour va toucher un petit peu la sensibilité du personnage d'Elsa Zilberstein, qui, elle, est complètement dans la spiritualité. Et si je vous parlais d'Ama au début, hein, le fameux darshan d'Ama,
c'est qu'ils vont, même si leur cœur n'est pas tout à fait libre, ils vont partir tous les deux. Un petit peu en amoureux, mais il n'y aura pas de consommation. Enfin, je vous laisse voir la fin. Ils vont aller voir Ama pour leurs raisons, chacun, personnelles. Ah, ça y est, il a spolié la fin. Ouais, c'est vrai, je me rends compte que j'ai spolié. Et un dernier film, donc 1+1 de Claude Lelouch, à voir ou à revoir, c'est vraiment fabuleux. Et là, sur Canal actuellement, un film assez récent, 2008, avec Fabrice Lucchini et Léla Becti. Alors là, voilà, dans ces changements de vie qu'on ne fait pas soi-même, eh bien, parfois la vie les fait pour nous. C'est-à-dire que si on doit changer attends, on pourra le couper au montage. De pacte. Si on doit changer de cap, voilà, de cap. mais qu'on ne le fait pas. Hein, voilà, Ouais. si on a une intuition mais qu'on ne le fait pas, eh bien, parfois il peut arriver que la vie le fasse pour nous. Et là, dans le cadre de Fabrice Lucchini, qui joue le rôle d'un PDG dans le domaine de l'automobile. C'est un ponte, hein, c'est monsieur dans le domaine de l'automobile. Eh bien, il a un AVC et toute sa vie professionnelle va s'écrouler et il va devoir reprendre contact avec la simplicité, avec sa fille qu'il avait un petit peu laissé tomber. Et effectivement, cet AVC donne un Fabrice Lucchini exceptionnel parce que Fabrice Lucchini, cet homme de théâtre et d'éloquence, ne sait plus parler, puisqu'il a ce problème qu'on peut avoir quand on a un AVC, c'est qu'on bafouille, on confond les mots. Et alors, c'est jubilatoire de voir un Lucchini qui c'est pas qu'il joue mal, c'est qu'il bafouille, qui cherche ses mots, et il le fait très, très, très bien. Bah, surtout lui qui manie la langue française avec tant de talent. Donc, mais c'est un grand comédien et ce film est fabuleux. Puis à la fin, il meurt avec des extraterrestres qui sont là et qui crient à la Chewbacca. Voilà, ça, j'ai spolié la fin du film comme ça à la Thierry Penin. Merci, mon Thierry. On va se retrouver mercredi pour d'autres films à voir pendant ce confinement. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous ces films sur les plateformes qui sont à votre disposition. Hein. François est là, Mathias est là et on va accueillir Dominique Rossignol-Franck. Rebonjour Dominique. Rebonjour. On va donc évoquer ces manifestations visibles de l'au-delà. C'est l'objet d'un bouquin qui est ici, sous l'œil bien sûr de François, qui va récolter sûrement les réactions et les commentaires sur les réseaux sociaux, et puis de Mathias Leboeuf, notre docteur en philosophie et journaliste à BTLV. Donc vous, on parlait de changement tout à l'heure avec Patricia Daré. Vous êtes l'archétype même de la personne qui a eu un changement. Et presque un changement, comme le disait Thierry, forcé un peu à la Lucchini, c'est-à-dire que vous avez une maladie, voilà. vous envolez pour le Brésil, c'est ça? Voilà, écoutez, moi, ma vie a totalement changé. Elle a en fait changé en plusieurs moments. J'ai eu plusieurs étapes, mais qui ont vraiment été des étapes de déclic. D'abord, les dates un peu correspondent un peu à celles de Patricia Daré. D'abord, j'ai été malade pendant de très, très nombreuses années. Donc, ça a changé ma vie parce que j'avais l'impression de toujours marcher à côté de mes chaussures, de ne pas être là où il fallait que je fasse. Chaque chose était très difficile. Et puis, un beau jour, les médecins ont dit qu'ils ne pouvaient strictement plus rien faire pour moi. Et donc, je suis partie voir un médium qui est sans doute un des très, très grands médiums au monde. Et ce médium, la première fois que je l'ai vu, j'ai été guérie, ce qui était une stupéfaction. Et surtout, parce que là j'imagine que ça va susciter beaucoup d'interrogations. Oui. C'est-à-dire que vous allez voir un médium qui est Jean de Dieu, hein, quand même, qui était le médium numéro 1 au Brésil, qui effectivement permettait à certaines personnes d'aller beaucoup mieux. Alors, concrètement, quand vous allez voir ce médium, vous êtes dans un stade de votre maladie très critique et qu'est-ce qui se passe? Il vous touche? Il se passe quelque chose? Non, il y a un contact? Non, il n'y a aucun contact. Déjà, il n'y a aucun contact. Ça, il faut vraiment le noter, puisque c'est un sujet sur lequel on se pose souvent des questions. Il n'y a aucun contact. On défile devant lui. Et puis on a un traducteur avant qui vous demande les 3 questions ou la question que vous vouliez lui poser. Donc vous passez devant lui et vous lui posez la question. Donc moi je suis restée là-bas 3 semaines. Pendant 3 semaines je suis passée devant lui puisqu'il est là que 3 fois par semaine sur place. Et chaque fois il me disait écoutez, circulez. Alors je ne comprenais pas.
Et puis le dernier jour, j'ai demandé, on a quand même quelqu'un qui nous oriente parce qu'on ne comprend rien du tout, comme moi c'était un univers que je ne connaissais absolument pas, l'au-delà. Et j'ai donc demandé qu'est-ce que je dois faire. Et le dernier jour, on m'a dit, eh ben, écoute, demande encore, demande encore. Alors le lendemain, j'y suis retournée et il m'a dit opération invisible. Et donc je suis allée dans une salle l'après-midi et là, vous posez votre main là où vous avez mal et l'autre sur votre cœur. Et là, j'ai senti un courant électrique à travers les yeux et j'ai été guérie. Mais je dois dire juste avant, quand même, un élément excessivement important, c'est que lorsque le médium m'a dit que je pouvais être opérée, que je pouvais avoir une opération, il y a eu un phénomène très étonnant que j'ai ressenti et je pense que tout a démarré, enfin je suis sûre même que tout a démarré là, c'est que il y avait une entité qui était investie dans le médium et j'ai senti une vibration qui était pour moi une vibration d'amour, de pur amour. Donc quand on dit qu'on a la foi, moi je ne sais pas tout à fait exprimer ce qu'est la foi, d'amour absolu. Et cette vibration, j'étais dans un autre temps, dans un autre espace, un espace purement d'amour. Et vous avez pu identifier cette entité? Oui. Alors c'est qui? Parce que après, on lui donne le nom que vous voulez, mais pour vous, c'était qui cette entité? Ah ben, c'est difficile à dire puisque c'est une entité très particulière. Divine, c'est Jésus? Oui, c'était Jésus. Pour moi, d'accord. C'était Jésus. Alors, encore une fois, c'était le divin. Voilà, c'est pour vous, c'était quelque chose de divin. Alors, on lui donne le mot de Jésus, de Dieu, de Marie, ce que vous voulez, mais pour vous, c'était ça. C'est ça qui est important. Voilà. Et pour moi, ça a été une découverte, une vraie découverte, et ça a changé ma vie. Est-ce que vous n'étiez pas religieuse, pas pieuse? Non, parce qu'avant, j'étais bouddhiste. J'étais bouddhiste. Je suis bouddhiste et donc pour moi la notion de Dieu, du divin, de Jésus n'était pas forcément quelque chose d'évident. N'était même pas du tout quelque chose d'évident. Donc pour moi, c'était une révélation, une véritable révélation. Il y a des questions, bien sûr, qui me viennent à l'esprit et après on va se tourner vers François et Mathias pour leur réaction, mais est-ce que cliniquement, vous êtes allé après cette guérison, vous êtes allé voir vos toubibs pour voir ce qui s'était passé et comment ont-ils appréhendé tout cela? Alors, je suis allée voir les médecins. Je suis même venue avec un livre pour expliquer ce qui s'était passé. Les médecins n'ont pas voulu entrer en matière. Parce qu'ils m'avaient vu avant, j'avais été sur la table d'opération peu de temps avant, donc ils ne voulaient même pas en entendre parler. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une fin de non-recevoir, quoi. C'était une fin de... Non, ça n'existe pas. C'est ce qu'on appelle des guérisons spontanées. Voilà. D'accord. Alors, vous êtes docteur en histoire, donc vous n'avez pas la tête ailleurs que sur les épaules. Hein. C'est-à-dire que vous n'étiez pas au fait de tout cela. C'est-à-dire que ce n'était pas des sujets qui vous attiraient plus que ça. Quel est le champ? Parce que ça opère un changement de vie. Comment vous prenez ça en pleine tête quand même? C'est-à-dire que déjà, c'est un choc, non? Ça a été un bouleversement total, mais vraiment total. Et je suis retournée là-bas quasiment tous les ans pour essayer de comprendre, simplement essayer de comprendre. Et au bout de la 3e année, j'ai commencé à être connectée et à prendre des photos de l'au-delà. Mais pas des photos, des myriades de photos, c'est-à-dire des déluges de lumière. Et donc là, c'est posé une autre interrogation. Or, quand on est en contact et que je prends une lumière, notre vibration change et vous rentrez dans une autre vibration qui vous fait presque trembler d'amour, d'ailleurs, voilà, de nouveau d'amour, envers ces photos ou cette relation qui se met en place avec vous. Alors, dans votre bouquin, il y a plein de photos, hein, on les voit ici. Alors, on en parlera dans un instant. Je voudrais juste avoir le retour de la toile avec François Desmier et après l'œil avisé de Mathias Leboeuf. François. Oui, juste un petit mot. Il y avait beaucoup de gens aussi pour l'émission, pour la chronique juste avant, avec Thierry Penin. Il y a Lionel qui dit pour vivre une expérience hors norme, un Devia Brava, c'est avec Ama. Donc beaucoup de réponses sur Ama. On l'appelle Mister Spoiler. Et puis on dit c'est pas grave, le boulot va reprendre. On n'aura pas le temps de voir la fin des films. Pour revenir à Dominique, alors sans dévoiler le secret médical, de quel type de maladie souffrait Dominique? C'est la question de Déma. Moi, j'ai eu 10 occlusions intestinales. Il y a Nakamori qui
qui a peur parce que, d'après lui, Satan peut copier Dieu et attirer les âmes. Est-ce que vous avez eu peur d'être attiré par… Non, non, pas du tout. Alors vraiment pas du tout. Je veux dire, toutes les vibrations négatives sont très liées à la Terre et elles sont lourdes, elles sont tristes, elles sont surtout tristes et pesantes et elles vous font peur, elles vous rendent dans l'angoisse. Tandis que là, vous baignez dans une ambiance d'amour et qui est vraiment pas du tout qui sont des vibrations très élevées, enfin très, très subtiles. Alors, on va se tourner vers Mathias. Mathias, là aussi, tu as écouté, réaction par rapport à ça, parce que là, on est face à quelque chose qui passe de l'éthéré au physique, c'est-à-dire qu'on est malade, on va voir quelqu'un, alors on peut imaginer l'effet placebo, on peut imaginer plein de choses. Quel est ton sentiment ? La réaction, elle est multiple. Moi, j'ai aucune raison de douter du témoignage, de ce témoignage. Et voilà, la réaction, c'est déjà c'est de l'étonnement, forcément. C'est-à-dire que ça paraît incroyable. Et après, la question de l'invisible, c'est une question immensément compliquée. Je la connais un peu parce que je l'ai étudié en partie sur ma thèse de doctorat. Donc, une partie de ma thèse de doctorat tourne autour de la question du visible et de l'invisible en peinture. Moi, je crois qu'il y a deux types d'invisibles. Il y a l'invisible qu'on ne peut pas encore voir, c'est-à-dire que c'est de l'invisible qui, en fait, est visible, mais que l'œil ne peut pas percevoir. C'est l'atome, c'est les virus qui sont invisibles à l'œil nu, mais voilà, c'est ça, c'est invisible à l'œil nu. Et puis, c'est quand même des choses qu'on peut observer au microscope ou avec d'autres outils. Et puis après, il y a l'invisible pur, le purement métaphysique, l'au-delà, auquel moi, personnellement, j'ai du mal à souscrire parce que je ne crois qu'en l'ici-bas, donc je ne crois pas à la transcendance, je ne crois pas à l'invisible, et je pense que souvent, on a tendance à doubler le visible d'une doublure d'invisible, comme disait le philosophe Clément Rosset, on double parce que ça nous permet plein de choses. Mais après, il y a les témoignages comme les vôtres qui sont effectivement stupéfiants, quoi. Et ce qui est incroyable d'ailleurs, c'est que la science ne veuille pas poser un regard là-dessus et le balaye. Donc, je suis très partagé entre, d'une part, mon rationalisme et mon scepticisme profond, et d'autre part, la curiosité et l'étonnement que ça produit. Mais j'imagine que vous disiez qu'au départ, vous n'étiez pas du tout versé dans ce domaine-là, dans l'au-delà et dans ces choses-là. Ça a dû être un bouleversement énorme pour vous. C'est-à-dire que psychiquement, ça doit être très comment dire, perturbant de vivre ça. Ah, mais c'est totalement, je veux dire, vous restez complètement ébahi, vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ce pourquoi je suis retournée là-bas, pour essayer de comprendre. Ça m'a pris presque 10 ans à comprendre, à vaguement comprendre. Et surtout, à percevoir l'au-delà et à communiquer avec l'au-delà. Enfin, de même que comme le fait Patricia Daré admirablement dans ses livres. Elle parle des esprits, elle parle de ces gens qui vous guident. Et moi, quand je rentre dans ces états-là, j'ai une autre vibration et des sensations. Comme quand elle parlait de la Lune, j'ai une sensation et j'ai surtout ces sensations d'amour et de lumière. Alors, il y a des photos, je le disais dans votre bouquin. Comment vous les prenez? Qu'est-ce qui vous donne? La première fois qu'on prend une photo, c'est-à-dire que vous mettez votre appareil comme ça, vous vous dites tiens, je vais où il y a un appel, comment ça se passe? Il y a un appel, c'est-à-dire que je sens qu'il se passe quelque chose, je sens qu'elles sont là, je sens qu'elles sont par là, et je les prends. Et certains jours, mais je vais vous dire, il y en a des dizaines, il y en a partout. Et je suis, vous savez, l'au-delà et l'univers d'ailleurs est un grand puzzle, et je n'ai qu'un petit morceau du puzzle, donc c'est juste un petit fragment de connaissance, et voilà, et je voulais le transmettre. Et je pense que je suis là, que ma vie a changé parce qu'avant je suis historienne, mais maintenant j'ai besoin de transmettre. Et c'est pour ça que je suis en train d'écrire un deuxième livre sur les portes de la perception. Le portail de la perception, qui sont ces lieux où justement ces connexions se font beaucoup plus. Il faut vous mettre dans un état de vibratoire. En ce moment, avec le confinement, vous avez des moments de grâce, mais on sent qu'il y a tellement d'agitation sur la planète, il y a tellement de souffrance que vous en êtes quand même réceptif.
Voilà. Mais dites-moi, vous les avez fait analyser ces photos? Parce qu'on peut imaginer que moi, je prends un appareil photo, je peux faire ça, il peut y avoir des traits, des lumières, etc. Il y a beaucoup. On dit toujours qu'une photo n'est pas une preuve. Vous avez fait analyser ces photos? Oui, j'ai fait analyser, j'ai demandé, je suis allée voir des physiciens, des scientifiques quantiques. Ils sont tous restés perplexes. Voilà. Face à ces photos, ils sont restés Oui, perplexes. Oui. D'accord. Mais vous n'êtes pas allé voir un spécialiste de la photo pour essayer de voir, parce que le Ah non, physicien… les spécialistes de la photo disent que c'est des traits dans le ciel, que c'est des taches, que c'est ni la photo. Je dis, mais écoutez, regardez, vous voyez bien qu'il y a un petit tête, vous voyez bien la colonne vertébrale. Non, il dit que c'est une tache sur l'objectif. Oui, bah, ça c'est normal parce qu'ils voient là les traits d'un mouvement, en tout cas Voilà. figé sur la pellicule ou sur la disquette par votre appareil. François, les réseaux sociaux. Oui, Camille, ils sont très intéressés par ce que nous raconte Dominique. Il y a Camille, une guérison presque miraculeuse. Le témoignage de Dominique, guéri par une divinité, Jésus ou autre divinité, est une révélation. Et ce serait très intéressant de se déplacer au Brésil. Il y a Fanny aussi qui se demande pourquoi Dominique, visiblement, avait l'air d'avoir peur en parlant de sa foi bouddhiste. Et pourquoi ne pas dire que c'est Jésus directement? Parce que justement, comme j'étais bouddhiste, je veux dire, pour moi, c'était tout hors de toute réalité, de toute ça, c'était hors de la raison. Ça rentrait dans tout à fait un autre domaine. Donc, j'avais vraiment j'ai longtemps osé en parler. J'ai longtemps pas osé en parler, je veux dire. Parce que c'était trop grand, trop fort, trop éblouissant, trop fort. Autre chose, François? Oui, il y a Camille guérison spontanée qui nous semble miraculeuse, mais quand on croit au miracle, pourquoi pas? Jean de Dieu a fait de nombreuses opérations invisibles qui ont marqué bon nombre de personnes. Le visible est plus important que le visible à nos yeux d'humains dans cette dimension. Dominique en est l'exemple parfait et authentique. Il y a Grignan Myriam qui dit: vous avez rencontré des êtres de lumière, mais pas le divin. Il ne nous est pas permis de le voir pour l'instant. Alors, moi, je veux bien que… alors ça, c'est pareil. Hein, c'est dans un sens comme dans l'autre, rien n'est prouvable. Voilà. Et c'est le ressenti de chacun. C'est-à-dire que moi qui me dis on ne peut pas voir le divin, peut-être qu'il sait… Alors, auquel cas, on balance à la poubelle toutes les Bernadette Soubirous, toutes les apparitions de Marielle, etc. Je pense que c'est pas si simple que ça. Je pense que si toutes ces choses-là sont avérées, je pense qu'elles sont propres à chacun. J'imagine que moi, si j'ai une apparition, ce sera peut-être pas la même que la vôtre. C'est sûr. C'est évident, non? Ouais. Chacun a son canal de perception et ce sont d'abord des vibrations. Et donc ces vibrations, elles peuvent se manifester de différentes manières. Et la principale manifestation de l'au-delà qui sont donc qui sont détachés, disons, de la Terre, des attractions de la Terre, c'est l'amour. Et l'amour est une vibration, et c'est cette vibration, moi j'ai été prise dans une vibration d'amour comme jamais je n'avais connu, que je n'ai jamais en fait retrouvé vraiment après, enfin que j'ai encore en moi, puisqu'on n'oublie jamais l'amour. Ce qu'on vous a donné, on ne vous le reprend pas, vous l'avez toujours en vous. D'ailleurs, maintenant je me réveille heureuse, je me couche heureuse, je suis heureuse toute la journée. Alors j'ai des petites contrariétés, mais bon, comme nous tous. En dehors des photos, vous avez eu des manifestations palpables, parce que bon, vous avez les vibrations, mais est-ce que vous avez entendu, vu des choses en dehors des photos que vous avez pu prendre? J'ai entendu, oui, j'entends parfois les entités. Je dis bien parfois parce qu'il faut avoir un certain calme. Quand elles rentrent dans une pièce, elles font un bruit. Et puis, il m'est arrivé aussi un événement qui m'a aussi totalement surpris. C'est quand, d'une certaine manière, je suis en quête de Dieu. Hein, et cette quête est une quête, je dirais, inlassable. Et un jour sur mon ordinateur, c'était un ancien ordinateur, donc il était en noir et blanc, donc c'était déjà, parce que j'ai eu longtemps un vieil ordinateur, et au moment où vous ouvrez l'ordinateur, il y avait écrit « Dieu répond toujours ». Et alors je me dis, mais c'est pas possible. Je suis allée chercher mon téléphone, mon appareil de photo pour prendre une photo. Et quand je suis revenue, la phrase était partie. Voilà. Mais c'est pour vous dire que j'ai eu plusieurs fois des différentes manifestations et que, comme j'ai du mal
à admettre toutes ces manifestations. Et alors, autour de vous, est-ce qu'on l'a admis facilement? Parce que la plus grande difficulté, ce soit… Oui, mais j'en ai pas beaucoup parlé. Voilà. Enfin, vous vous exposez quand même, vous sortez des livres. Oui, c'est ça. Donc certains disent c'est du blablabla et d'autres disent c'est absolument fascinant. Est-ce que vous comprenez, moi je suis toujours fasciné par le monde qui a été bâti sur des religions, et quand quelqu'un vous dit je canalise ou je ressens une vibration divine, etc., on vous dit c'est du bullshit et c'est du blablabla. Ça paraît complètement… En fait, on a la sensation, alors peut-être que Mathias pourra nous le dire en termes de philosophie de vie, c'est-à-dire que j'ai la sensation que l'homme il est un peu barré quand même, parce que d'un côté on fonde nos sociétés sur Dieu, sur la source divine, etc., et quand quelqu'un dit je le ressens au plus profond de moi, ou même j'ai eu une apparition, on lui dit mais c'est du grand n'importe quoi, Mathieu. Oui, il y a cette idée, il y a cette phrase que j'aime beaucoup qui dit que les religions sont des sectes qui ont réussi, ou en tout cas, et les religions après ont un dogme qu'elles veulent défendre. Donc, les religions ont beaucoup de mal à intégrer des phénomènes nouveaux. C'est-à-dire que le dogme religieux, quelle que soit la religion, il est fermé. Une religion, elle est rarement ouverte à de nouvelles explications ou à de nouveaux événements. Après, ce que ça pose comme question là, c'est la question de la métaphysique en général, ce qu'on appelle l'au-delà, la métaphysique. Et là, on peut aborder cette question de différentes façons, d'un plan philosophique, d'un plan spirituel, d'un plan religieux, justement. Bon, pour les catholiques, Dieu, c'est une certaine conception de Dieu. Pour d'autres, ça sera une autre conception. Et c'est toujours difficile de sortir des cases. Et d'ailleurs, ça pose la question de la représentation aussi, de la représentation de Dieu, comment on se représente. Il y a une forme, je voulais dire, il y a une forme de paradoxe à vouloir photographier l'invisible. Parce que par définition, s'il est invisible, on peut pas le photographier, j'ai envie de dire. Donc c'est déjà on a quand même la sensation parfois, avec tout ce qu'on entend, et le témoignage de Patricia juste avant, on est aussi un exemple, c'est-à-dire que, et tous les gens qu'on reçoit ici, c'est-à-dire que on a la sensation parfois que l'invisible, il veut se montrer, c'est-à-dire que comme s'il y avait une loi divine et universelle de l'autre côté, mais qui voulait dire, regarde, on est là, on n'est pas totalement parti. Mais la grande question, c'est le problème de l'invisible pour moi, c'est que souvent l'invisible n'est que le nom de quelque chose d'autre, ou n'est que le nom de l'invisible. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on met derrière l'invisible? Quand on parle de l'invisible, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est la source? Est-ce que la source et Dieu, c'est la même chose? C'est ça. Est-ce que c'est l'amour? Et si c'est l'amour, est-ce que c'est toute forme d'amour? Est-ce que c'est l'amour ici-bas? Est-ce que l'amour conçu de façon transcendante et au-delà est équivalente à l'amour qu'on peut ressentir? Donc c'est tout ça qui est difficile, c'est une espèce de magma derrière auquel on met l'étiquette d'invisible. Dominique voulait justement réagir. Oui, parce qu'en fait l'au-delà, ce sont des vibrations, et plus vous avez des vibrations fines, plus vous êtes dans un état, pas de nirvana, mais un état de légèreté, de bonheur, et cet amour est totalement présent, est toujours présent, et de plus en plus fort, de plus en plus grandiose. Et c'est pas un amour ni de partage, c'est une sorte d'alliance. Il est en vous, il est à côté de vous, vous ne lui demandez rien, il est là, il est juste là, il est juste là. Et il n'y a aucune relation de dominant, de dominé, de demande, d'attente. Vous n'attendez rien. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous n'attendez rien. Vous êtes juste dans une sorte de bulle d'amour phénoménale. Et c'est ça, cette vibration, c'est ces vibrations. Et je veux dire, il y a un poète qui dit tu es ta pensée. Si tu penses à une rose, si tu penses aux roses, tu es un jardin de roses. C'est Rumi qui disait ça. Mais vous êtes dans cette vibration qui vous met dans un autre au-dessus de la vibration terrestre. Voilà, c'est tout. François, on va juste regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a Léonore, des scientifiques avec un esprit ouvert, ce qui est normalement synonyme de recherche, devraient se pencher sur ces cas vraiment très intéressants. Philippe Guillemont s'est intéressé, lui, au dialogue avec l'ange. Il y a Camille. Oui, puis il évoque la synchronicité du message qui est apparu sur l'ordinateur de Dominique. Voilà, donc ça, c'est une pure synchronicité, ce qu'il appelle, lui, synchronicité.
Mais la médecine quantique aujourd'hui, il n'y a plus de son. La médecine quantique. Si, je vous entends, moi. Voilà, oui. Alors, la médecine quantique est actuellement en train de faire des travaux gigantesques. Le vide n'est pas vide. Donc, il y a d'autres dimensions dont bientôt on va certainement découvrir, c'est-à-dire la raison va découvrir qu'elles existent. Je veux dire, l'au-delà, par exemple, tous les esprits que rencontre et que combat admirablement, parce que elle a une mission magnifique, elle est volcanique, Patricia Daré, ce sont des vibrations. Les fantômes, pas que les fantômes, mais les esprits sont des vibrations. Tous les petits êtres de la nature sont des vibrations. Les extraterrestres, ce sont d'autres formes de vibrations. Moi, je me souviens, pour aller dans le sens, juste un mot sur pour Robert Roussel, j'étais assise un jour sur un télésiège et j'ai reçu un coup de coude de ma voisine. Il y avait à l'horizon, pas vraiment très loin, c'était entre deux montagnes, il y avait 3 boules de métal qui étaient posées à l'horizon et qui étaient en suspension dans l'air. Et puis soudain, elles sont restées relativement assez longtemps, puisque j'ai eu le temps de les voir sur la montée de ce télésiège. Et il y en a une qui est partie en laissant une volute, celle du dessus, elles étaient un peu en triangle, et les 2 autres brusquement ont disparu, mais en même pas une fraction de seconde. Je pense qu'il y a d'autres réalités, d'autres dimensions que pour l'instant, on ne maîtrise pas avec la raison. Voilà, mais ça, un jour, on y arrivera, peut-être. Est-ce que tout cela, Dominique, tout ce qui vous est arrivé, ça a donné du sens à votre vie? Ah, ça a totalement changé ma vie. Totalement changé ma vie. Complètement changé ma vie. Je vous dis simplement le bonheur, le bonheur du jour, de chaque jour, le bonheur de se réveiller en souriant, alors qu'avant j'étais en souffrance, de me coucher en souffrance. Et puis, autre chose, c'est que tout d'un coup, vous apercevez, vous êtes totalement connecté. Donc, vous hésitez à couper une plante, à faire du mal à un animal. Vous avez envie d'aider les autres tout le temps. Moi, mon idée maintenant, c'est de transmettre, uniquement de transmettre. Transmettre et d'expliquer à quel point l'au-delà est finalement bienveillant et bienfaisant. Simplement, tous les esprits, tout ce qui est dans l'attraction de la Terre est plus difficile. Voilà. Mathias, est-ce que finalement, c'est pas ça le principal? C'est-à-dire que là, et on conclura peut-être sur ton analyse, mais est-ce que finalement, c'est pas ça le plus important? C'est-à-dire qu'on canalise Pierre, Paul, Jacques, Jésus, Marie, ce que l'on veut. Force est de constater que tous les gens qui ont affaire à l'extraordinaire, d'ailleurs, je vous rappelle que à partir de lundi, on remet en place la libre antenne en direct, 19h, 21h, avec vos témoignages. Si vous voulez témoigner de choses extraordinaires qui vous sont arrivées, vous pouvez nous envoyer vos mails à rédaction@btlv.fr avec votre numéro de téléphone. Mais est-ce que finalement, c'est pas ça le plus important? C'est ce que va engendrer l'expérience, et notamment souvent dans l'altruisme, dans une ouverture d'esprit, dans un truc complètement différent. Si, bien sûr. Moi, ce que j'entends, moi, je suis très hermétique à ça, puisque je n'ai pas d'expérience de l'au-delà. Mais la seule chose qui me séduit, qui me rapproche et que j'entends, c'est que cette expérience de l'au-delà, premièrement, elle est positive, et deuxièmement, elle redescend et elle vient illuminer l'ici-bas. Donc ça, c'est formidable. Oui, et c'est l'essentiel. Mais comme d'ailleurs pour la religion, quand on n'est pas croyant, on peut croire, mais si la religion rend heureux, bon bah tant mieux. C'est-à-dire que si la religion permet à quelqu'un de devenir heureux, bah parfait. Là c'est pareil. L'expérience, alors l'expérience de l'au-delà, on l'a fait ou on l'a fait pas. J'allais vous demander justement, qu'est-ce qu'il faut à votre avis pour être éligible entre guillemets pour accéder à cette expérience-là? Pourquoi certains peuvent avoir cette expérience et d'autres non? Est-ce que c'est une question d'ouverture? Est-ce que c'est une question de vibration? Moi, dans mon cas, ça a été dans mon cas précis. Je ne veux pas dire pour les autres, mais dans mon cas précis, ça a été une histoire de lâcher prise. C'est-à-dire que je suis allée donc au Brésil pour guérir d'abord, et pendant 3 semaines, rien ne s'est passé, strictement rien. Et donc le dernier jour, je me suis dit bon bah tant pis, si c'est pas là, j'irai ailleurs, j'irai voir des chamans en Sibérie, j'irai voir les grands ours au Canada, enfin j'irai ailleurs. Je chercherai parce que je voulais pas mourir, c'était trop tôt pour moi. Je sentais que c'était trop tôt pour moi pour mourir. Et
Et tout d'un coup, j'ai lâché prise. Et à partir du moment où j'ai lâché prise, à ce moment-là, ça s'est présenté. Voilà, ça c'est une des... tout d'un coup, j'ai plus rien demandé en fait. Je n'ai plus rien demandé. Et j'aurais juste ajouté encore un point à Kinna, c'est que j'ai fait une découverte aussi, c'est la loi de... c'est l'impermanence des choses, la loi de l'évolution et la loi de la croissance. Et en fait, on croit toujours vers le haut, vers le bas, mais on croit, il y a un mouvement perpétuel. Donc, moi, c'est ce que je remarque et c'est ce que je note de façon de plus important. Alors, pour aller dans le sens de Mathias, c'est vrai que le drame de tout cela, et c'est pour cela que d'ailleurs que souvent les témoins sont malmenés, c'est que ça n'arrive pas à tout le monde. Donc, et on se dit, d'où la question de la légitimité et l'éligibilité de chacun. Pourquoi à vous? C'est un peu comme les expériences de mort imminente. Vous savez, c'est quand on se dit, mais pourquoi tous les morts, tous les gens qui meurent cardiaquement et qui reviennent n'ont pas eu cette expérience? En tout cas, c'est un beau sujet que vous allez pouvoir voilà, découvrir ou redécouvrir, en tout cas dans ce livre. Dominique Rossignol-Franck, les manifestations visibles de l'au-delà, entités, orbes, esprits de la nature, photographie et témoignages. Mille merci Dominique d'avoir été avec nous. Merci à vous tous. Merci infiniment. Et à très bientôt, bien sûr, sur BTLV. Mathias, c'est un beau sujet qui, bien sûr, nous laisse encore un peu pantois parce que c'est vrai qu'on est toujours là à se dire, mais c'est-à-dire que Jean de Dieu, alors, il a été controversé parce qu'il y a eu beaucoup de choses, etc., sur Jean de Dieu, mais il y a eu quand même des centaines et des centaines de personnes qui disent avoir été guéries. Hein, et ça, c'est, alors, on en a vu des très célèbres, et qu'il soit sportif, homme politique, avoir été chopé la main dans le pot de chocolat. Mais ça n'empêche pas le talent de ce monsieur. En tout cas, cette communion avec quelque chose d'invisible qui a permis à Dominique d'être guéri, de revenir en tout cas totalement changé. Alors, on va aborder maintenant le sujet OVNI, parce que ça s'accélère dans tous les sens avec le sujet OVNI, bien sûr. Vous le savez, on est sur le coup. Et d'ailleurs, je vous signale que demain, on mettra en ligne pour les abonnés une émission avec Pierre Lerd, les OVNIs dans les années 70. Ce sera un podcast assez incroyable. Il a fait toute une enquête sur ces années 70 et comment on appréhendait le phénomène OVNI. Et puis, où ce sera jeudi, je crois, et ou vice-versa. Et jeudi, on aura Lionel Camille qui sort un bouquin qui s'appelle Disparu dans la nature, 20 histoires mystérieuses. Vous verrez tout cela, c'est si vous êtes abonné à BTLV, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je le disais, on va évoquer le phénomène OVNI avec Robert Roussel. Salut Robert. Bonjour. Comment ça va? Vous me voyez, vous me recevez? Oui, bien sûr, Robert. Vous êtes en forme? Je suis toujours en forme. Bon, ben, tant mieux. Alors, on va évoquer ce phénomène OVNI. Je le disais, tout s'accélère. C'est à tel point que hier après-midi, j'ai reçu un coup de fil d'RMC qui m'a demandé d'intervenir hier soir, justement sur l'authentification finalement des vidéos déclassifiées par la Navy, par le Pentagone. Vous voyez que même les grands médias s'intéressent à ce phénomène. Alors, c'est vrai que là, depuis 2017 et la révélation du New York Times, c'est-à-dire que qui découle de la divulgation des photos et des vidéos par Louise Elizondo, hein, ça s'accélère. Est-ce que vous pensiez, vous avez suivi ce phénomène depuis longtemps, vous êtes venu en parler plus d'une fois sur BTLV, on se souvient de vos bouquins, OVNI, l'objet du déni, vous voyez, il y a un lapsus, il y a un lapsus. Voilà, comment vous appréhendez cette accélération du gouvernement américain? C'est-à-dire qu'elle est propulsée par Elizondo, qui appartient à TTSA, The Star Academy, qui arrête pas de bosser là-dessus et qui, en 2017, en révélant l'existence des 3 vidéos relatives au F-18, a commencé à ouvrir le dossier. Et le Pentagone, sous l'actualité, sous la pression des faits, a reconnu officiellement qu'effectivement, il y a 3 vidéos qui montrent quelque chose d'incompréhensible. Donc, si vous voulez, ça donne l'impression que ça s'accélère, mais en réalité, c'est une confirmation de ce que nous possédons déjà et de ce qu'on savait. L'accélération, elle est aussi produite en France avec l'émission où Alain Juillet, ancien directeur de la DGSE, intervient officieusement et rappelle
que lui-même a été intrigué par le phénomène et émet des hypothèses très intéressantes, notamment l'hypothèse la plus incroyable, c'est qu'on ne sait pas, on ne peut pas savoir, nous ne savons pas comment prendre cette affaire en main. Et c'est ce on peut conclure quand on l'écoute ou quand on lit sur Match son propos à ce sujet. Oui, alors c'est bien qu'Alain Juillet, pour la première fois, quelqu'un des services secrets quand même, intervienne sur ce sujet. Et c'est d'ailleurs The French Hick qui dit en France, on ne voit pas trop cette accélération. On commence à la voir. C'est vrai qu'on avait la sensation que c'était le chasse gardée des Américains, qu'eux-mêmes étaient plus enclins à témoigner. Cette fois-ci, avec des officiels français, on risque d'avoir peut-être une prise au sérieux un peu plus importante du phénomène en France. Est-ce que vous avez la sensation que tout cela va accélérer ou en tout cas va remettre en lumière ce phénomène? Je pense que ça aide beaucoup parce qu'il y a une reprise effectivement des grands médias, donc la télévision à travers les documentaires Planète, les journaux, les quotidiens qui reprennent les propos de Alain Juillet, et puis bien entendu la transmission de l'histoire des 3 vidéos enregistrées par et déclarées officiellement comme non identifiables par la marine américaine. Donc il y a quelque part quelque chose qui commence à s'ouvrir. Hélas, nous sommes dans une période où les gens regardent un peu leur nombril par rapport à leur vécu. Donc il faut espérer qu'il y aura une poursuite et une continuité dans l'accélération de l'ouverture des dossiers. Nous avons, nous en France, et c'est unique au monde, une cellule d'enquête, le GEPAN, qui, si vous pouvez consulter à tout moment le site et avoir les dernières informations relatives aux observations faites en France. Oui, mais regardez Robert, c'est-à-dire que on a ATTIP, voilà, donc qui est le programme américain du Pentagone qui était chargé d'étudier ce phénomène OVNI. Et on a tout ce Star Academy, Tom DeLonge, qui aujourd'hui rassemble beaucoup de scientifiques autour de lui et d'officiels et de personnages importants. On a un sénateur, un ancien sénateur, Harry Reid, qui accepte de financer ce programme, ce Black Programme américain. Et en France, on a un GEPAN qui est quand même des plus timides quand même. C'est-à-dire que je l'ai pas vu s'exprimer sur ce dossier, par exemple. C'est-à-dire que on a la sensation quand même qu'on freine toujours des 2 pieds en France, Robert. C'est un peu vrai, mais ça vient pas du GEPAN. Le GEPAN, si vous voulez, avec les modestes moyens qu'il possède, 150 000 € par an de gestion, fait le travail qu'il peut, c'est-à-dire il rassemble les témoignages, il les classe et il essaie de déterminer le degré d'authenticité et le degré d'identification. Donc c'est son travail et il n'a pas d'autres moyens. Par rapport à ce que nous entendons qui vient des États-Unis, ça paraît un peu mince, ça paraît même maigrichon, mais la vraie enquête scientifique, elle viendrait plutôt de chez nous, parce que les opérations de communication autour des vidéos des pilotes de F-18, si vous voulez, elle se limite à nous apprendre qu'on a vu des choses très bizarres, mais il n'y a pas d'enquête complémentaire, il n'y a pas d'informations supplémentaires qui nous permet de délimiter dans quel cadre ces choses-là sont apparues. C'est très limité et on est toujours dans le point d'interrogation. Parce que quand même, Robert, ce sont des vidéos qui sont filmées par des F-18, qui sont des objets qui sont captés au radar du Nimitz, qui est un gros porte-avions américain. Ça dure une dizaine d'années, c'est entre 2004 et 2014, c'est même 2015, c'est révélé en 2017. Donc, est-ce que vous êtes-vous au courant de choses qui auraient pu être captées côté français, dans le même genre? Est-ce que vous avez la sensation que l'armée française ou les pilotes français ont été confrontés à ce genre de phénomène, qu'on n'en a pas fait les gorges chaudes comme les Américains ont pu faire avec le New York Times ou CNN? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez la sensation que on a toujours l'impression que c'est américain? Vous pensez qu'on a une rétention un peu d'informations en France?
Non, on n'a pas de rétention d'informations. Quand vous m'avez invité, je me suis dit, mais la France possède des témoignages très forts de pilotes de chasse. Et il va falloir que j'en parle parce que, si vous voulez, il n'y a pas que ces 3 vidéos qui vont faire basculer le monde entier. Nous avons un passé OVNI sur le plan militaire qui est très, très important. Nous avons Jacques Crine qui décrit une sorte de structure qui vient près de son Mirage 3. Il prend d'abord ça pour un avion, mais il voit que ça n'a rien à voir, cette structure. Il la voit avec un autre avion, il était en mission au moment de la guerre froide, ça se passait en novembre 72, et il a vu quelque chose qui sort absolument de l'ordinaire. Il y a une accélération, dit-il, qui laisse son avion sur place. Il y a Hervé Giraud, qui est un jeune pilote de Mirage 4, qui raconte comment, avec son navigateur, une structure, une sorte de lumière joue avec lui, essaie de se mettre en positionnement arrière, lui il essaie de se repositionner pour mieux la voir de face, et cette structure joue avec lui comme elle joue un chat avec une souris. Donc si vous voulez, il y a des cas, et je parle de ces 2 cas, mais il y en a d'autres. Moi, je pourrais vous citer le capitaine Fartek, que j'ai été voir dans la région de Dijon, qui est un pilote de chasse émérite, qui a fait des instructions auprès de pilotes de chasse jeunes et talentueux. Et ce pilote de chasse, avec son épouse, c'est ça qui est rigolo, lui, il voit pas la faire en vol, il la voit depuis sa fenêtre, c'est ça, son épouse qui l'appelle, et ils observent une structure qu'ils décrivent comme une sorte de soucoupe volante, c'est le cas de le dire, une sorte de plateau qui vole pendant 1 minute 32 minutes devant eux, et qui est une structure qui passe devant des arbres et qui n'est pas du tout un truc rêvé, qui est pas du tout assimilable à quelque chose de connu. Donc si vous voulez, moi je vous parle de ces 3 cas, mais il y en a des dizaines d'autres qui sont accumulés dans les archives du GEPAN, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie. Il y a eu un message de quelqu'un qui disait le Canard enchaîné a balancé l'info comme quoi EDF avait un dossier OVNI. Bon, EDF, c'est des centrales nucléaires. Effectivement, on se souvient qu'il y a quelques années, on a ce qu'on appelait les drovnis, c'est-à-dire que des choses on ne savait pas qui étaient au-dessus des centrales nucléaires, au-dessus des sites militaires. Et est-ce que vous pensez sérieusement que on a là caché quelque chose? Parce que on a envoyé des hélicoptères, on a envoyé on dit qu'on n'a pas eu d'images qui ont filmé ces engins. J'en ai vu des images. Et alors, qu'est-ce que c'est? Il y a des fortes chances, c'était il y a une dizaine d'années, c'était le début des drones. On peut imaginer effectivement des essais ou des tentatives de locaux à faire fonctionner leurs drones, mais il existe, c'est vrai, des observations qui sont, disons, reçues autour des centrales nucléaires. Il est difficile d'avoir un avis. Les gendarmes qui sont intervenus à plusieurs occasions n'ont pas classé ça sous la terminologie OVNI. Ils ont considéré qu'il s'agissait plutôt de vols Robert, par des particuliers. Robert, oui, ça paraît un peu quand même. On a eu ça paraît énorme. Mais oui, parce qu'on a quand même eu des hélicoptères de l'armée qui étaient incapables d'intercepter ces engins. C'est-à-dire que si on est incapable d'intercepter des engins qui sont au-dessus de nos centrales nucléaires et qui sont terrestres, c'est un peu flippant. Ça veut dire que n'importe qui peut prendre un drone aujourd'hui et aller balancer quelque chose dessus des centrales. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu flippant. C'est-à-dire qu'on a la sensation, moi j'ai eu la sensation en tout cas, que alors j'imagine qu'il y a eu une enquête, hein, mais qu'on n'a pas délivrer l'information concernant l'enquête, que ça n'arrivera jamais du côté français, qu'on essaiera toujours de noyer le poisson. Alors là, vous faites des pronostics. Moi, j'ai des fois posé la question concernant ces survols de centrales. On m'a répondu que d'abord, j'ignorais qu'il y avait des hélicoptères. Si vous voulez, si les hélicoptères étaient intervenus ou sont intervenus, il y a nécessairement
quelque chose qui doit transparaître dans des documents ou des vidéos. Bon, ces choses-là, j'avoue que je ne sais pas. Je pense que il n'y a pas de possibilité de dissimuler des choses aussi énormes. C'est ce que dit Alain Juillet d'ailleurs. Si vous voulez, nous sommes devant des questionnements qui n'ont pas humainement des réponses. Robert, il est impossible d'avoir accès aux vidéos des centrales nucléaires. Donc, de toute façon, fatalement, c'est caché. C'est-à-dire que si c'était vraiment des drones, Robert, en toute transparence, puisque ça a provoqué, suscité l'intérêt, même les froids. Il y a eu des cas de drones, mais effectivement, c'est pas forcément que des drones. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on a peut-être eu des drones, parce qu'on se souvient même d'un papa et de son fils, je crois, qui avaient interpellé, ou de gamins qui avaient été interpellés pas très loin d'une centrale. Mais on a eu des choses qui ont survolé ces centrales, et on n'a jamais eu accès. Si ça avait été identifié, la presse en aura parlé. Regardez, arrêtez de penser que c'est les ovnis. Regardez, on voit bien l'image du drone. À partir du moment, vous savez, moi je dis toujours, qui ne dit mot consent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette expression qui, quand on dit rien, c'est que ça sent le sapin. Alors, moi, si je me permets de donner presque une position un peu bizarre et de retrait, c'est parce que je ne pense pas, franchement, qu'on tente de dissimuler des choses dans notre beau pays sur les témoignages OVNI. Mais il existe, si vous voulez, une atmosphère anti-témoins qui existe au niveau de certains chercheurs, pas chercheurs, au niveau des scientifiques qui refusent d'intégrer dans la connaissance l'énigme des ovnis. Et je prendrai pour exemple le comportement de la thèse zététique qui a des correspondants qui passent leur temps à dénigrer, à essayer de stabiliser les témoins qui rapportent des histoires d'ovnis. Et moi, je suis intervenu et j'ai fait une contre-enquête par rapport à la Marante, où un des responsables, un des représentants de la zététique a essayé de démontrer pendant 20-30 ans que d'abord il s'agissait d'une sorte de fantasme du témoin, et il n'y a pas très longtemps, il a repris son affaire en essayant de démontrer que le témoin avait confondu avec un ballon d'enfant qui s'était posé sur le massif d'Amarante. Toute ce conditionnement, cette façon de nier les témoignages porte préjudice à l'ensemble du phénomène et à son étude. Les scientifiques qui lisent des choses comme ça n'osent pas dire « Attendez, arrêtez, il y a des cas où on ne peut rien dire et on ne sait rien et on ne comprend pas. » Et ça, la science, pour l'instant, n'ose pas le dire. Alors François, on va se tourner vers la toile pour savoir ce qui se dit, et on aura peut-être la réaction de Mathias dans un instant. Oui, avant, moi j'ai un petit témoignage. La semaine dernière, j'ai regardé exprès la chaîne russe, la première chaîne, le TF1 local, pour voir ce qu'ils se disaient, s'ils en parlaient. Eh bien, je peux vous dire qu'ils ont parlé de la révélation du Pentagone. Ils ont fait un reportage de près de 5 minutes à la fin du journal, du 20h qui passe à 21h à Moscou. Malheureusement, j'étais très déçu. Ils ont fait ce reportage pour se moquer des Américains en expliquant que les problèmes des vidéos, c'était simplement des problèmes de radar qui ne fonctionnaient pas bien. Ils ont montré également Trump qui disait que le phénomène n'existait pas. Et tout ça pour conclure que finalement… Mais ça, c'est de la propagande russe. Voilà. En plein Covid, c'était la manière pour Trump un petit peu de noyer le poisson. Mais en tout cas, je ne sais pas sur les autres chaînes européennes. En tout cas, en France, on n'a rien vu, à part RMC qui t'a interviewé hier. Oui, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand-chose. Il y a quand même, c'est vrai que Planète a commandé quand même le documentaire de Dominique Filleul, OVNI, une affaire d'État. Donc voilà, ça fait partie. C'est pas facile à voir, hein, il faut vraiment se battre. Oui, c'est pas facile à voir, mais ça existe. Mais c'est vrai que ces déclarations, moi, à chaque fois quand on a évoqué pour la première fois Louise Elizondo et les vidéos de l'armée, je me souviens, France 5 s'était un peu moqué de tout cela en disant c'est les petits hommes verts, comme d'habitude c'est les petits hommes verts. Mais sur la toile, comment les gens réagissent? Il y a Fanny qui demande pourquoi divulguer maintenant, quel intérêt pour le Pentagone, qu'est-ce que le Pentagone a gagné avec cette révélation? Dominique, le Pentagone, le Pentagone est presque obligé
de répondre aux questions que posent les spécialistes en disant alors donnez-nous votre avis sur cette affaire qui interpelle à la fois le pays et qui interpelle les pilotes. Comment se fait-il que les pilotes puissent pas savoir de quoi il s'agit? Et au bout d'un moment, c'est-à-dire depuis très longtemps, puisque la première observation a été faite en 2005, après les deux autres en 2015, c'est au bout de presque 20 ans que le Pentagone ose dire et ose reconnaître que là, on ne comprend pas, on ne sait pas ce que c'est, mais visiblement, nos radars ont enregistré des phénomènes absolument incompréhensibles. C'est pour ça qu'on apprend actuellement que des choses comme ça existent, mais il n'y a pas de directive spéciale. Ils sont obligés, c'est une démocratie, et le Pentagone répond aux exigences de la démocratie à ce niveau-là. Oui, et puis on rappelle que ce qui a, dans un premier temps, finalement interpellé quand même l'opinion publique, c'est les 22 millions de dollars dépensés en 5 ans. Les Américains, en fait, le dossier OVNI, ils l'aiment bien. C'est que là, ils détestent les black programmes. C'est-à-dire que c'est l'argent du contribuable. Il faut qu'on lui dise pourquoi on dépense cet argent. Donc, il y a une chose quand même qui est intéressante dans tout cela, c'est que ça a relancé et ça suscite à nouveau l'intérêt pour le phénomène OVNI parce que effectivement depuis quelque temps il ne se passait plus rien en termes d'OVNI, parce que la dernière grande vague, Robert, c'est 90, hein, voilà, où il s'est passé des choses. Après, on se disait bon, il y a des lumières, il y a des choses comme ça, on voyait pas grand-chose, même si on a des témoignages. On savait, et on travaille souvent avec le MUFON en France, on arrive très vite à identifier ce qui semble exogènes, ou en tout cas qu'on ne peut pas identifier, et ceux qu'on peut identifier. Donc des choses que l'on ne pouvait pas identifier, il n'y en avait pas beaucoup. Là, ça a relancé, et c'est en cela que c'est bien quand même, ça a ressuscité l'intérêt pour le phénomène OVNI. Oui, c'est tout à fait bien ce que vous dites, parce que quelque part, ça va peut-être obliger les politiques à s'intéresser à l'affaire. Moi, je vous dis, l'intervention d'Alain Juillet, ex-directeur de la DGSE, c'est énorme, c'est colossal. Pour moi, c'est presque l'événement j'allais dire mondial, mais c'est l'événement mondial sur le plan OVNI. Un directeur de la DGSE, des services de renseignement. Imaginez le directeur de la CIA, le directeur du KGB faire la même chose. Donc, ce directeur nous dit, nous, on ne sait pas ce que c'est, il existe. Et il y a quelque chose qui agit, mais qui agit en dehors de notre capacité à le comprendre et à l'analyser. Donc, c'est ça le grand moment. Mais quand vous dites, ça va faire quelque chose, les ovnis, le phénomène ovni, les choses bizarres qui arpentent le ciel ou les cieux des populations, il y en a tout le temps, il y en a tous les jours, mais elles ne donnent lieu à aucune médiatisation comme ça se produisait dans les années 50, 60, 70. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même chose. C'est un point lumineux qui se balade, c'est une petite chose qui va se stationner pendant 1 minute à un endroit, puis ça s'en va. C'est pas une information journalistique. Au moment du coronavirus, comment pouvez-vous imaginer que le phénomène OVNI puisse représenter un certain intérêt et un questionnement? C'est impossible. Nous sommes submergés par des informations qui arrivent, et le phénomène OVNI. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que ça nous permettrait de nous évader un petit peu. Alors Mathias, réaction. La réaction, ce sera une réaction, pour le coup, plus de journalistes que de philosophes. C'est-à-dire qu'on est de la part des autorités américaines, dans un changement de doctrine complet. On était avant dans une forme de circuler, il n'y a rien à voir, donc ça n'existe pas. Il y a quelque chose à voir, donc il y a une information, il y a quelque chose, il y a de l'inconnu. Il faut pas oublier que effectivement OVNI, c'est objet volant non identifiable. Donc là, on reconnaît l'existence de l'inconnu, et on ne sait pas ce que c'est. C'est toujours pareil. Ce qu'il y a à gagner de la part notamment de l'US Navy dit qu'ils ont déclassifié et rendu public ces vidéos justement pour éviter ou juguler en tout cas les spéculations, les théories du complot, et puis pour justifier aussi les budgets. Donc il y a quelque chose. On ne sait pas ce que c'est, mais il y a quelque chose. C'est vraiment un changement de doctrine, fondamental, puisqu'on passe encore une fois de il n'y a rien à voir, ça n'existe pas, il y a quelque chose qui existe, mais on ne peut pas l'expliquer. C'est un peu corollaire aussi avec
c'est assez général d'ailleurs aux États-Unis, puisque la NASA, c'est un autre volet, mais peut-être que les deux volets pourraient se rejoindre. La NASA avait aussi dit probablement qu'il y a de la vie extraterrestre et on cherche, et il y a probablement de la vie extraterrestre. Donc, ils annoncent la révélation, en tout cas la découverte de la vie extraterrestre pour les années qui viennent, mais à 5 ans, hein, donc ça risque d'être… Mais donc, attention, parce que quand ils parlent de vie extraterrestre, ils ne parlent pas forcément… Ça peut être une vie virale ou une vie embryonnaire, mais en tout cas, on s'aperçoit que toutes les agences américaines changent un peu de doctrine et s'aperçoivent que retenir l'information, c'est favoriser les théories du complot, c'est favoriser les spéculations les plus folles, et que si on déclassifie, si on rend, public un certain nombre de choses, alors on valide premièrement l'existence de cette chose, et en même temps, on peut produire de l'information. Et ça, c'est un bond fondamental dans la visibilité, et ça relance effectivement, notamment pour les médias, tout l'intérêt de ce genre de choses, quoi. Alors, Robert. Pour compléter votre… Oui, allez-y. Je vais compléter de ce que disait notre ami. Mathias, depuis 1995, nous savons qu'il existe des milliards et des milliards d'exoplanètes. C'est seulement maintenant qu'on commence à postuler d'une manière assez sérieuse de la possibilité de l'existence de vie extraterrestre. Quand on dit des milliards et des milliards d'exoplanètes, ça veut dire que on multiplie la capacité technologique de ces vies à l'extérieur, de ces choses de vie extérieure, qui fait que des populations ou des civilisations venant nous rendre visite sont des choses qui vont devenir d'une grande banalité. Et c'est pour ça que le phénomène OVNI en soi mérite une attention toute particulière. Alors, il va falloir que vous changiez les titres de vos ouvrages. Hein. OVNI, les oubliés de la science. Non, c'est fini. Maintenant, la science commence à s'y intéresser fortement. Donc, vous allez être… Soit vous changez aussi. Si, moi j'y crois et je suis optimiste, effectivement. Et l'objet du déni, bien sûr, OVNI, l'objet du déni, ce sont vos ouvrages pour lesquels vous étiez venu sur BTLV. Merci Robert d'avoir été avec nous sur BTLV pour parler de ce dossier que vous aimez tant et qui nous passionne également sur BTLV. À très bientôt, j'espère en studio, ici pour de nouvelles aventures. Bob. Et prenez soin de vous, comme à l'accoutumée, je le dis souvent, mais l'important, c'est de prendre soin de soi. Alors, dans un instant, on va évoquer autre chose, puisqu'on parle de rebâtir demain, et c'est important avec Sandrine Chopin, on verra qu'il faut absolument prendre en considération notre avenir et que nous en sommes responsables. On va finir en beauté avec François et Mathias, et puis Sandrine, les 4 mousquetaires, enfin les 3 mousquetaires, parce que je suis un peu le d'Artagnan, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Sandrine, est-ce que tu as passé un bon week-end du 1er mai? Est-ce que tu t'es pas trop fait chier? Non, moi j'étais très absorbée par l'écriture d'un livre, mais j'ai passé surtout 2 heures à me régaler là avec tout ce que j'ai entendu. Donc, et alors justement, je me permets de réagir sur ce que j'ai entendu par rapport aux jeunes, et ça permettra aussi après de rebondir sur la chronique. Cette génération à venir où on est souvent inquiet pour nos enfants, moi je crois qu'elle est pleine d'atouts aussi. Et que souvent, on imagine qu'elle va développer des choses sur la base de nos outils, mais en fait, ils ont toujours des nouveaux outils, et on le voit, ils ont Internet qu'on n'avait pas quand on était jeune, ils sont audacieux, ils ont plein d'énergie, et je crois que nos peurs à nous, elles brident leurs élans. Et quand on regarde ce qu'ils créent aujourd'hui, moi, je suis toujours émerveillée de voir tous ces jeunes, et j'en parle parfois dans mes chroniques, de toutes ces nouvelles applications qui ont des idées souvent à la fois solidaires, mais à la fois inventives. Je trouve qu'ils sont engagés, ils sont parfois plus éveillés. Donc, je voudrais vraiment leur porter ce message d'espoir et dire aux parents, n'ayez pas trop peur non plus, parce que franchement, ils sont déjà en train de bâtir ce monde, en fait. Donc voilà, j'avais envie de réagir déjà tout à l'heure pendant l'émission. Alors justement, belle réaction, et qui m'emmène à évoquer, rebâtissons demain quand même. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place au quotidien? Quelles sont les actions qui sont faites pour que l'on prenne conscience d'un monde différent dont on pourrait jouir dans les semaines ou les mois ou les années qui viennent? Eh bien là déjà, je vous propose qu'on parte en vacances aujourd'hui, parce qu'à la veille bientôt de l'été et surtout à l'aube du déconfinement, quoi de plus naturel que de penser à ces vacances? On en a tous besoin, malgré le confinement. Voilà, il faut savoir qu'il y a 1,2 million de voyageurs qui parcourent le globe chaque année, et qu'en 2030, on sera environ 1,8 million à traverser la planète, prenant en considération que l'aviation civile
produit quand même 8% des gaz à effet de serre. Donc, face à cette vague touristique grandissante, eh bien, il y a certains pays qui déjà ferment certains de leurs lieux touristiques, leurs sites naturels pour pouvoir les préserver. Alors, si c'était justement l'occasion de repenser notre mode de voyage en version plus éco-responsable, eh bien, je vous emmène découvrir des plans alternatifs pour aider la planète. Et ce sont justement des jeunes qui ont lancé ces nouvelles tendances. Il y a d'abord le woofing qui vous permet d'être logé dans des fermes agricoles où le concept est qu'en échange du fait d'être logé dans ces fermes, eh bien, vous donnez un peu de votre temps et d'huile de coude pour les aider dans leur travail quotidien et vous apprenez avec eux l'agriculture d'aujourd'hui. Voilà. Et puis le couchsurfing qui est un concept qui nous vient des États-Unis. En fait, où vous ouvrez votre maison, vous pouvez offrir la place sur votre canapé, la chambre d'amis, un repas ou bien encore une pause café à des voyageurs venus du monde entier. Vous faites la même chose en retour. Et l'intérêt de tout ça, c'est de voyager pas cher, mais surtout d'échanger des bons plans locaux, de rencontrer des gens qui sont en dehors des sentiers touristiques habituels. Et puis côté appli, eh bien Fairtrip et Voyage Agir mettent à notre disposition des tas de renseignements sur des lieux à découvrir et qui sont des sites éco-responsable, ça nous permet de voyager éthique. Et ça encore, c'est une belle initiative. Et puis Chiloé, qui a été créé par un jeune également, qui propose en fait des micro-aventures grandeur nature, en ne partant pas plus loin que 90 km des grandes villes. Ça se passe en France. Alors, on peut jouer les David Croquette, les Robinson Crusoe ou les aventuriers des temps modernes. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir redécouvrir la France, que ce soit en ski de rando, en kayak ou bien à dos d'âne. Voilà, donc ça, c'est une très belle initiative. J'imagine François à dos d'âne. Hein. Donc, moi, je veux voir, je veux la photo, hein, François. Je veux te dire que c'est. En kayak. Ou en kayak. Hein, c'est-à-dire qu'à dos d'âne, là, c'est. Tu vois, il y a peut-être option canette ou option verre de vin. Ils sont très imaginatifs, les jeunes. Donc, il suffit on donne le brief et ils inventent. Ils sont formidables. Mais tu sais, François adore les jeunes parce qu'ils ont le coude levé très souvent. Hein. Donc, voilà, il aime la nouvelle génération. Hein. Donc, voilà. Autre chose, Sandrine. Ouais. Alors, pour les amateurs de sensations fortes, eh bien, les Others nous invitent à découvrir leurs podcasts ou leurs films qui sont sur avec des émotions garanties. Alors, ils nous emmènent avec un dépaysement total et vous pouvez grelotter à leur côté au milieu des icebergs, vous pouvez dormir dans un hamac suspendu dans une paroi d'escalade. Frissons garantis, donc les Others qui vous emmènent dans les podcasts et les films, découvrir les sensations, les sensations fortes. Et puis, pour ceux qui ont envie de porter un regard différent sur la ville de Paris, eh bien, l'association L'Alternative Urbaine vous propose des balades, des promenades, des découvertes de quartiers avec des éclaireurs nouvelles tendances pour certains en réinsertion et ça nous permet d'avoir des moments d'échange différents et en tous les cas, ils connaissent les quartiers comme leurs potes, donc ils nous embarquent dans cette ville que nous avons toujours l'impression de connaître mais que nous ne connaissons pas forcément si bien. Puis ce sera l'occasion de faire une pause dans l'hôtel Solar, le Solar Hotel qui est le premier hôtel écologique et économique dans Paris avec sa façade végétale, absolument, avec sa façade pas végétale mais en panneaux solaires. Absolument, il est dans le 14e arrondissement, le Solar Hotel, voilà. Donc, que ce soit en train, à vélo, en kayak, on va pouvoir redécouvrir la France. Il faut se souvenir que la France, c'est quand même la première destination touristique au monde. Donc, on a de la chance et on va pouvoir vivre des tonnes d'évasion cet été tout en restant chez nous. Bon, voilà. Ça, c'est pas ce qui m'enchante le plus. Hein, parce que là, c'est pas comme si on venait pas passer 2 mois à la maison, si tu veux. Donc, voilà. Mais effectivement, l'hôtel à Paris, c'est intéressant. Surtout qu'il fait de plus en plus beau à Paris. Je vous rappelle, ou je signale, parce que la météo est mon dada, qu'à partir de demain, le soleil revient visiblement et qu'il devrait faire beau tout au long de la semaine. Donc, on verra tout cela et qu'il fait de plus en plus beau à Paris. C'est pas forcément une bonne chose puisque ça veut dire que le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique a une emprise beaucoup plus importante. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Sandrine, François, Mathias. Bonne soirée, prenez soin de vous. Hein. Je voudrais quand même vous rappeler qu'on a rendez-vous mercredi pour de nouvelles aventures. François, on sait qui en aura mercredi ou pas? Bien, on aura un chaman, Phil Garcin. On aura Patrice Marty pour l'instant et je suis en train de préparer une surprise. J'espère que ça va se faire. Voilà. Magnifique, les surprises, j'aime ça. Merci Sandrine, merci Mathias, merci François. Nous, on se retrouve donc mercredi. Je rappelle que vous avez plein de choses à votre disposition si vous êtes abonné à BTLV ou pas et que jusqu'au 11 mai, confinement oblige, vous pouvez vous abonner à tarif réduit. Donc, on avait mis en place cet abonnement un peu moins cher qui vous permet de suivre BTLV, d'avoir accès à 4000 heures d'émission. Il y a aussi de la VOD sur BTLV, donc allez-y. Et puis, si vous voulez également
jouir de quelques offres exclusives. Il y a aussi en ce moment, si vous vous abonnez, un accès à Thanatos, le film de Pierre Bernérias, ou encore au film Et si la mort n'était qu'un passage de Valérie Seguin et Dominique Bachy. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Patricia Daré d'avoir été notre invitée en début d'émission avec son livre qui sort le 4 juin. Vivre dans le tumulte, Dominique Rossignol, qui a été également là pour les manifestations visibles de l'au-delà avec cet ouvrage. Voilà. Et puis Robert Roussel qui a conclu avec le dossier OVNI. Merci mille fois, on vous embrasse très fort. Merci d'être fidèle à BTLV. Et puis dès la semaine prochaine, je rappelle, tiens, si vous voulez témoigner, si vous avez vécu une expérience assez incroyable, la libre antenne revient. On l'espère en tout cas, si le gouvernement nous autorise à sortir, le 11 mai prochain, à partir de 19h jusqu'à 21h, vos témoignages, vos réactions, vous nous envoyez tout cela à rédaction@btlv.fr. Et puis, avec vos coordonnées, on vous rappelle. Et puis, bonne nouvelle, le 15 mai, Orange vient nous installer un standard. J'espère qu'on aura enfin 4 lignes et plus pour pouvoir accueillir vos témoignages. Merci mille fois. Je vous embrasse. Surtout, ne changez rien. Reste fidèle à BTLV. Puis, si vous n'avez pas encore partagé cette émission, faites-le sur Facebook. Et si vous n'avez pas encore mis des pouces bleus sur YouTube, faites-le. Ça nous fait bien plaisir. Je vous embrasse. À bientôt. Salut. Ciao.